Bon, écoutez, on va commencer. Merci beaucoup pour votre venue malgré les intempéries. C'est un moment qui est assez particulier puisque vous êtes dans ce lieu où il y a la seule fresque en France sur le bâtiment qui a été créée par une artiste qui est Chantal Montelier, avec l'École supérieure d'art de Dunkerque, et qui rend hommage à René Dumont. Donc vous êtes dans le seul endroit en France où il y a cette œuvre publique offerte sur René Dumont. C'est Chantal d'ailleurs qui avait choisi de le faire. Et nous sommes à un moment tout à fait singulier, puisque c'est le 50e anniversaire demain du premier tour de l'élection présidentielle de 1974, où René Dumont, agronome, a été le premier candidat sur la planète écologiste à une élection présidentielle, avec tout un ensemble qui ont marqué sa campagne, la péniche, le verre d'eau, et je ne déflore pas les choses, on va évidemment en parler. Troisième point, vous êtes dans une exposition qui est une exposition rétrospective avec un gros ouvrage, un gros travail d'une trentaine de spécialistes internationaux sur tous les mouvements autour du mouvement hippie, mais sur tous les mouvements de contre-culture, de la Beat Generation, l'existentialisme, avant cette période-là, et dans laquelle il y a des pièces qui concernent justement deux aspects. Un aspect qui est au fond là-bas, qui est l'histoire du féminisme, dont on a beaucoup parlé, puisque vous savez qu'il y a un collège Simone Veil, et vous voyez Simone Veil dans la vitrine, donc il y a tout un ensemble de choses sur le féminisme, et il y a tout un ensemble de choses aussi sur le démarrage de l'écologie politique, avec notamment cette candidature de René Dumont, et des pièces rares qui appartiennent à Nuages Verts. Vous avez le tract électoral de René Dumont ici, vous avez l'édition originale de l'Utopie ou la mort, avec de Daniel Maja dans la vitrine, donc vous avez un certain nombre de choses. Alors, vous êtes devant deux personnes qui, pour Marc, est très qualifié. Un monument historique. Parce qu'il a été élève de René Dumont, donc il va pouvoir vous parler, de René Dumont, non seulement parce qu'il a travaillé avec moi d'ailleurs sur une exposition téléchargeable en ligne sur toute la vie de René Dumont. Il est président de la Fondation René Dumont et moi-même j'en suis vice-président. Mais évidemment, il a connu tout ça de l'intérieur en direct et donc son témoignage est particulièrement précieux. Plus modestement, mon témoignage qui arrivera en fin d'exposé, si Marc me laisse 2-3 minutes, je vous parlerai de Charlotte Paquet-Dumont qui a été, je vous le raconterai, qu'il a connu en 68 et puis ils ont vécu ensemble à partir de 82 et qui a été une personne particulièrement importante dans la vie de René Dumont et je me suis occupé de la venue de toutes les archives de René Dumont, même son urne funéraire du Québec jusqu'en France, dans la grande école AgroParisTech, où on a travaillé tous les deux, et pour le musée du vivant, premier musée international sur l'écologie. Donc je vous parlerai de Charlotte, qui est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, une personnalité très forte, à laquelle on rendra également hommage. Donc je ne veux pas être plus long en introduction et je vais passer la parole donc à Marc qui va vous rappeler des éléments du parcours de René Dumont et puis évidemment qui va vous parler de ses relations personnelles avec ce personnage tout à fait important. Marc, à toi. Et merci encore d'être venu spécialement pour nous. Hein. Non, très bien, merci. Oui, donc René Dumont, vous le connaissez tous, hein. C'est ce personnage qui réapparaît périodiquement à la télévision quand il y a une canicule, quand il y a une sécheresse, quand il y a un manque d'eau. Hop, on voit ce monsieur, son pull vert rouge et son verre d'eau.
Et en fait, il nous rappelait qu'on allait peut-être manquer d'eau. Ou alors vous avez des eaux polluées et hop, on revoit ce monsieur avec son verre d'eau en disant « Ouh là là, on risque d'avoir une eau polluée. Ce dernier verre, je le bois à l'esprit tranquille. » Et je dirais que le premier aspect de René Dumont aujourd'hui, en tout cas pour les jeunes qui ne l'ont pas connu, c'est que ce fut un lanceur d'alerte. C'est-à-dire il réapparaît aujourd'hui parce que voilà, il y a 50 ans, quand il était donc candidat aux élections présidentielles, il alertait déjà le grand public de choses qui aujourd'hui, évidemment, nous sont... mais c'est évident, il nous disait ça déjà à l'avance. Le risque de manque d'eau, le risque des pollutions des eaux, le risque d'une agriculture complètement déséquilibrée, de pénurie et ce genre de choses. Et je dirais que c'est la principale caractéristique de René Dumont, c'est d'avoir entrevu souvent avant beaucoup de gens, au risque d'apparaître complètement iconoclaste, complètement... Mais de quoi il parle, quoi? Où est-il ce monsieur? Eh bien oui, aujourd'hui, beaucoup de faits sont avérés dans ce qu'il nous annonçait, et donc il nous a, je pense, quand même considérablement aidé pour entrevoir, mais vraiment, il n'est pas toujours encore audible, c'est encore des gens qui ne veulent pas écouter ce qu'a été son message il y a 50 ans. Et alors effectivement, ce même monsieur a été mon professeur, il a même été mon directeur de thèse, et je vais même vous dire, je pense que j'avais décidé de faire des études en agronomie avec un esprit inspiré déjà de René Dumont, à savoir, alors je n'étais pas d'une modestie exemplaire quand j'étais jeune, mais j'ai fait ce choix d'agronome parce que je voulais mettre fin à la faim. Et s'il y a bien quelqu'un qui s'était donné comme objectif, effectivement, c'était de mettre fin à la faim, ben c'est ce monsieur René Dumont. Et pour être très honnête, moi, quand je suis rentré en études d'agronomie, 1966, il avait déjà publié L'Afrique noire et mal partie en 62, mais il venait de publier 66, Nous allons à la famine. Et très honnêtement, c'est un des livres qui m'a énormément inspiré après pour faire une trajectoire un peu de vagabond, un peu inspiré de ce qu'a été René Dumont. Mais moi, j'en avais déjà entendu un peu parler quand j'étais au lycée un peu avant, notamment parce qu'il avait quand même mis en garde, donc 62, donc c'était effectivement L'Afrique noire est mal partie. Et du coup, moi, ce René Dumont, je l'ai connu et il m'a inspiré parce qu'il était, en premier lieu, pas écologiste, mais tiers-mondiste. Très clairement, les pays du Sud, on les appelait tiers-monde. Le tiers-monde, il y avait les capitalistes, il y avait les communistes, et il y avait le tiers-monde qu'on appelait pays sous-développés, pays moins avancés. On dit souvent aujourd'hui, à vérifier, tous ces mots ne sont pas bons du tout, il faut être très clair, pour qualifier ces pays et ces peuples en question. Mais c'était ça, il voulait vraiment mettre fin à la faim et la malnutrition. Et ce même monsieur, alors après, j'ai découvert ça un peu sur le tard, mais néanmoins, c'est clair, sa première chose, c'est qu'il a d'abord été pacifiste. Et je ne vous cache pas que quand, au moment des funérailles, parce que donc présent aux funérailles en 2001, juin 2001, au moment des funérailles, donc avec des personnalités, il y avait Dominique Voynet, mais il y avait aussi Lionel Jospin, il y avait enfin énormément de gens qui l'avaient connu. Et Charlotte Paquet, dont on reparlera donc évidemment tout à l'heure, avait insisté pour que dans la musique des funérailles, la chanson, c'était Le Déserteur. Monsieur le Président, je vous écris cette lettre, avec l'histoire, est-ce que vous allez la lire, cette lettre? Il n'avait donc pas... Et donc oui, ça a été un pacifiste. Moi, j'avais moins connu cet appel-là du personnage, mais il est resté toujours volontaire. Et sachez que ce monsieur, donc pacifiste, a été aussi un des signataires, donc on parle de la guerre d'Algérie, du manifeste des 121 contre la guerre d'Algérie. Donc voilà que, mais je le savais un peu tout ça, pour être honnête. Moi, c'était le tiers-mondiste, plutôt que j'étais à l'écoute, mais il était pacifiste, il était anticolonialiste, il était effectivement pour la libération des peuples et autres. Il était donc contre la guerre d'Algérie. Et il avait vécu, il faut être honnête, parce que jeune agronome diplômé, premier métier, le Tonkin, le Nord-Vietnam. Et d'ailleurs, il y a des livres parmi qui méritent d'être lus, c'est effectivement l'agriculture du delta du Tonkin, enfin du delta du fleuve Rouge, dans le Tonkin, le Nord-Vietnam. Et donc il a vu ce qu'était la colonisation française. Et donc voilà qu'exerçant son métier d'agronome, il est en rage contre ses supérieurs, alors que lui, précisément, essayait déjà de comprendre comment les paysans pratiquaient la riziculture et pourquoi ils la pratiquaient de telle sorte. Et je vais vous dire, moi, le principal héritage que j'ai eu de René Dumont quand j'étais son élève, quand il m'a enseigné, c'était ça. La capacité, avant de porter un diagnostic, d'aller voir, observer, donc l'observation de pratiques agricoles, de pays parfois
et de paysans parfois un peu étranges, parce que étrangers, c'est-à-dire on ne partage pas forcément la même culture hein, quand on part à l'étranger, mais d'aller essayer de voir, d'entendre, de comprendre, et d'essayer à travers l'histoire de comprendre pourquoi, à cette heure-là, aujourd'hui, les gens pratiquent l'agriculture comme ils la pratiquent. À quoi c'est dû, comment c'était autrefois, et pourquoi c'est bien ça qui a été retenu par l'histoire ou pas. Et moi, je dois dire, c'est court, quand les cuvées, c'est court, donc moi, ça a été de 66 à 68, puis une interruption, je suis parti en coopération civile à Madagascar, et puis j'ai retrouvé le René Dumont, donc à mon retour en 69-70, pour ma spécialisation, il enseignait exactement ça. C'est-à-dire, avant de prétendre avoir porté un diagnostic sur une situation et de suggérer des solutions, essayez d'abord de comprendre, soyez respectueux, écoutez, regardez, observez, et après restituer effectivement ce que l'on croit avoir compris. Et moi, je crois que de ce point de vue-là, je lui dois énormément. Et donc voilà, 62, c'était l'Afrique noire est mal partie, donc avant même que je rentre à l'agro. Et il n'était pas seulement anticolonialiste, mais 62, après les indépendances, il découvre, et ça il nous l'a enseigné, hein, il nous a été très utile, qu'au fond, ces indépendances, notamment pour l'Afrique noire, hein, donc pour l'Afrique subsaharienne, on dirait aujourd'hui, ben, c'est pas génial, hein, parce qu'on continue pareil. C'est-à-dire le fait que les gouvernements qui se sont succédés, enfin qui commençaient à se succéder à partir des années 60, début des indépendances, ben, poursuivaient exactement les mêmes politiques que la politique coloniale antérieure. Pour parler du Sénégal, ben oui, c'est la spécialisation arachide. Les Français ont besoin d'huile d'arachide, ben on va leur produire de l'arachide. Et alors évidemment, René Dumont nous racontait quand même déjà à l'époque, ben oui, mais alors du coup, cultiver de l'arachide, ben oui, mais ses concurrents, qu'on travaille à la main, donc il nous racontait que les gens travaillaient à la main, on désherbait le mil, le sorgho, le niébé, la légumineuse à la main, et ben quand on fait de l'arachide, désherbé à la main, on n'a pas le temps pour s'occuper du mil, du sorgho. Et du coup, il y a une concurrence entre la culture d'exportation, l'arachide, et la culture vivrière, le mil, le sorgho, le niébé, pour l'alimentation. Et il nous racontait, à juste titre, que, ben oui, et du coup, les Français, quand ils ont découvert ça, mais voulant quand même avoir de l'huile d'arachide, ben il fallait du coup trouver un substitut au mil et un sorgho, il fallait leur apporter des céréales autres que le mil et le sorgho, pour qu'ils puissent se libérer du temps pour produire de l'arachide. Et puis comme on avait déjà colonisé le Vietnam, il avait été dans le Tonkin, le monsieur en question au verre rouge et au verre d'eau, et il a donc bien vu que finalement, ben, c'était, alors le Vietnam, c'était déjà colonisé par les Français bien évidemment, bien avant, et ben, le riz, c'était pour les Français, les brisures de riz, le résidu du concassage du riz, ben, ça va être pour nourrir les Sénégalais, et donc le riz concassé, ça va servir pour nourrir les Sénégalais, qui comme ça ne sont pas contraints de produire du mil et du sorgho, et du coup pourront passer du temps à produire de l'arachide. Et après l'indépendance, ben c'est pareil, on n'a rien changé. Et du coup, je vous dis tout de suite, et c'est quand même René Dumont qui m'avait mis la puce à l'oreille, mais eh ben, le plat national sénégalais, le tchiboudienne, je ne sais pas si vous êtes allé déjà au Sénégal, c'est du riz au poisson. Dans une région semi-aride, le plat national, du riz concassé, avec du poisson et des oignons. C'est très bon, hein, le tchiboudienne, je vous le dis tout de suite, plat national sénégalais. Et ce plat national, c'est quand même triste à dire, pour des Sénégalais, le plat national, c'est un plat colonial. C'est-à-dire de la spécialisation en fonction des avantages comparatifs. Et s'il y a bien quelqu'un qui, y compris moi, m'a initié à ça, et dans ses écrits nous rappelle ça quand même, hein, que, ben, y compris que les changements, alors évidemment, aujourd'hui, quand je découvre en France, avec les étudiants, que dans la gastronomie française, aujourd'hui, le plat national, c'est le burger. Je me dis, oula, les habitudes alimentaires, ça peut changer. Mais René Dumont nous avait y compris initié à tout ça. Qu'est-ce qui préside au changement des comportements alimentaires, des comportements agricoles et ce genre de choses? Allez regarder l'histoire de tout ça. Ça a été vraiment ses premières choses. Et évidemment, comme il était agronome, ben, il l'enseignait. Mais en fait, agronome, il était de ceux qui, déjà à l'époque, parce que vous savez, agronome, si on regarde nomos, hein, c'est la norme. Hein, l'agronomie, et l'agronomie telle qu'elle était enseignée par d'autres que René Dumont à l'époque, c'était, ben, écoutez, il y a une variété améliorée, hein, et puis il y a une mauvaise herbe. On sait ce qui est bien, on sait ce qui est mal. Et pour être très honnête, 66, je rentre à l'agro, 68, on m'envoie à Madagascar enseigner la riziculture améliorée, et j'avais beau avoir suivi l'enseignement de René Dumont,
je reconnais que formaté, je savais ce qu'était une variété améliorée, ce qu'avait une mauvaise herbe, je savais ce genre de choses. Et voilà que j'enseigne la riziculture améliorée à des femmes malgaches qui pratiquaient la riziculture traditionnelle. Et j'avais posé la question, mais est-ce que je suis compétent pour enseigner la riziculture face à des malgaches qui pratiquent la riziculture depuis bien plus longtemps que moi, surtout moi qui n'avais encore jamais repiqué un brin de riz dans ma vie. Et alors on me dit, non, mais ce n'est pas un problème, vous avez tous les bagages scientifiques pour expliquer que la riziculture améliorée, et alors évidemment en une semaine, on arrive, on m'enseigne cette riziculture améliorée, une variété à paille courte, sélectionnée à haut potentiel génétique de rendement, feuilles érigées, résistantes à la verse, tout ça j'avais parfaitement compris, mais comme elle a paille courte, elle est concurrencée par des herbes aquatiques, il fallait que j'apporte l'herbicide. Et puis elle était sensible à un champignon pathogène, la pyrrhichelariose, j'enseignais le fongicide, il est sensible à un virus transmis par un insecte, ce n'était pas la jaunisse de betterave, hein, c'était un virus sur le riz, et du coup j'enseignais la variété dite améliorée, j'enseignais l'herbicide, j'enseignais le fongicide, j'enseignais l'insecticide, et voilà, j'avais mes normes, je savais ce qui était bien, je savais ce qu'il fallait faire, je savais ce qu'il ne fallait pas faire. Donc je savais ce qui était bien, la variété améliorée, je savais ce qui était mal, la mauvaise herbe, j'étais proche de Dieu. Et ces femmes malgaches m'ont dit que j'étais nul. Et d'ailleurs, dès que j'ai mis les pieds, et je dis ça malgré l'enseignement de René Dumont, parce que vous allez voir, justement de René Dumont, donc ça a été la claque de ma vie, hein, quand elles m'ont dit que j'étais nul, mais c'était facile à comprendre, je mets les pieds dans la rizière, ou entre les orteils, je sens qu'il y a des poissons entre les orteils, ça bouge, ça chatouille. Et puis évidemment, ces femmes m'ont raconté que dans la rizière, il n'y avait pas que du riz. Il y avait des poissons, il y avait des canards, il y avait des escargots, il y avait des grenouilles. Et moi, pour augmenter le rendement du riz, je tuais toutes leurs sources de protéines. Et puis après, alors c'était facile à voir, elle me montrait que le canard picorait l'herbe adventice, que j'appelais mauvaise herbe, et puis sans s'attaquer au riz, parce que le cécilicieux, ce n'est pas appétant pour les canards. Et donc il n'y avait pas besoin d'herbicide, puisque les canards faisaient le boulot. Puis que les canards s'attaquaient à l'escargot ravageur, il n'y avait pas besoin de mon insecticide. Pareil pour l'insecte piqueur-suceur qui transmettait le virus. Et bien, je dois dire, donc, 2 ans après, je n'avais pas encore suffisamment écouté l'enseignement de René Dumont, parce que s'il y a bien quelqu'un qui, justement, nous allait déjà comprendre, à voir, etc., il cherchait, lui, en fait, à raconter de la logique. Et dans un de ses écrits, c'était sur l'agriculture française, il racontait justement, alors le mot agroécologie à l'époque n'existait pas, mais où il explique que l'objet de travail des agriculteurs, ce n'est pas un riz, ce n'est pas un sol, ce n'est pas un troupeau, c'est déjà un écosystème agricole. Aujourd'hui, on emploierait le mot agroécosystème dans l'agroécologie scientifique, mais déjà, il nous initiait à ça. Et bien, 2 ans après, je n'avais pas encore suivi suffisamment l'enseignement de René Dumont, mais au moins ces femmes malgaches m'ont complètement aidé. Mais l'idée, en tout cas, et l'ambiance aussi de l'époque, il faut repérer, et moi je partageais vraiment cette idée, qui était très ancrée chez René Dumont, l'accroissement démographique est exponentiel dans les pays du Sud, et donc il nous faut produire davantage, et donc il était pour une agriculture intensive, produire toujours davantage pour une population sans cesse croissante. On était à l'époque moindre mortalité infantile avec les médicaments, et du coup, une fécondité à peu près identique à la période antérieure, moins de mortalité infantile, et donc on entrevoyait une démographie exponentielle, il fallait produire plus. Et moi j'ai connu un René Dumont productiviste. Avant d'être écologiste, il a été productiviste. Et moi j'adhérais aussi à cet enseignement, et donc il faut produire plus, trouver une agriculture intensive à l'hectare, et il était donc déjà intensif à l'hectare, on pouvait déjà comprendre dans ces enseignements que peut-être le extensif, aux dépens des forêts naturelles et ce genre de choses, c'était pas génial. Hein. Donc même s'il était plus productiviste que écologiste quand il m'enseignait, je parle cette période-là, 66-68, mais c'était parce qu'il y avait urgence. Et il était aussi malthusien dans le sens planning familial, régulation des naissances, contrôle des naissances. On ne pouvait pas. Donc là, il est très clairement, il alertait déjà. Et donc, bien avant Simone Veil, il prenait l'avortement et autres. C'était entre autres à cause de famine. Enfin, nous allons à la famine. Alors, nous allons à la famine. Là, c'est 66. Hein, donc, c'est dans un livre qui est donc c'est le René Dumont très très productiviste. Bon, je passe à Madagascar. Là, j'apprends, je réécoute René Dumont ensuite. Et puis, voilà que je vais travailler après au Venezuela pendant 3 ans, directeur de thèse, René Dumont. Et je découvre un René Dumont qui m'a initié, parce que René Dumont, donc, c'est pas seulement l'Afrique subsaharienne, hein, il faut savoir, il allait aussi en Afrique du Nord, il allait aussi en Asie, Asie du Sud, Asie du Sud-Est, et il travaillait aussi en Amérique latine, et du coup, il a écrit ce livre que vous pouvez lire aussi, Le mal développement en Amérique latine,
Et René Dumont a toujours été dénonciateur de l'agriculture capitaliste et défenseur de l'agriculture familiale, même si ces mots-là n'étaient pas employés exactement dans le sens où on les emploie aujourd'hui. Mais ces livres alors, sont on ne peut plus clairs. Le mal-développement en Amérique latine, c'est il y a des grands propriétaires fonciers qui ne sont même pas agriculteurs, ils détiennent une grande ferme, et puis ils habitent, ils sont peut-être notaires, ils sont peut-être médecins à San Salvador, à Rio de Janeiro et autres, et donc ils n'investissent dans l'agriculture que du capital argent. Et du coup, la rentabilité pour eux, c'est capitaliste, c'est-à-dire le taux de profit. Et ils comparent le taux de profit dans l'agriculture avec le taux de profit dans l'immobilier, dans les casinos à Miami Beach. Enfin, ça, Casino Miami Beach, c'est plutôt moi qui ai regardé ça. Et du coup, voilà qu'il encadre ma thèse. Moi, je travaillais, alors assez surprenant, je travaillais pour la réforme agraire, hein, donc pour qu'on exproprie les terres des grands propriétaires et qu'on la redonne aux paysans, à un moment où le Venezuela était un pays pétrolier assez riche, enfin, mais très inégal, richesse très inégalement répartie. Mais du coup, il encadrait ma thèse sur la réforme agraire au Venezuela, et donc j'ai pu, par mes recherches propres, confirmer ce qu'il raconte. Les capitalistes, pour maximiser un taux de profit en comparaison avec le taux de profit dans l'immobilier, dans le commerce, l'industrie et autres, c'est la monoculture ou le mono-élevage. C'est tout sauf la biodiversité, c'est tout sauf la polyculture-élevage, c'est tout sauf l'emploi. On remplace les gens par des machines, ou alors si on a un ranch d'élevage, de toute façon les gens sont expulsés, à eux d'aller dans les bidonvilles, et puis c'est les bovins qui iront chercher l'herbe toute seule et ce genre de choses. Ça, alors là, vraiment, j'ai pu avoir confirmation par mes propres recherches de ce que déjà René Dumont nous avait un peu enseigné par rapport à d'autres pays, le Brésil et d'autres pays. À l'inverse, au contraire, de l'agriculture familiale, où les gens, même quand ils font des investissements, le capital, ce n'est pas pour le taux de profit, c'est pour mieux vivre de leur travail, et c'est la rémunération du travail. Et que ces gens-là, par contre, ont intérêt à échelonner les temps de travaux dans la durée, donc justement pas avoir de pointe de travail, pas avoir de temps mort, et ça va au contraire. Tiens, c'est la polyculture-élevage, on échelonne les temps de travaux, les séances, des rotations longues. Il ne parlait pas encore d'agroécologie, hein, pour être honnête, le mot est très peu présent. Il a préfacé ultérieurement une préface d'un grand ponte de l'agroécologie nord-américain, Miguel Altieri. Il ne prononçait pas le mot, mais ce qu'il enseignait, c'était quand même ça. Qu'il y avait une relation étroite entre la condition sociale dans laquelle travaillaient ou ne travaillaient pas les capitalistes, les gens, les conditions sociales dans lesquelles ils sont, et les systèmes de production. Ça, c'est vraiment un des acquis fondamentaux dans la formation d'agronome, on disait encore à l'époque, pas agroécologue, mais la relation, on parlait de système agraire, hein, donc pas seulement agricole, mais agraire, il y a les rapports sociaux, et que quelqu'un qui travaille dans la précarité, il ne cherche pas forcément à maximiser ses revenus, mais au moins à l'assurer pour que quand il y a des risques, quand il y a des risques climatiques, quand il y a des sécheresses, quand il y a des inondations, et ce genre de choses, une production est affectée, mais pas toutes les productions, et du coup au moins, on s'assure un revenu minable et on ne tombe pas en faillite. Donc il y avait vraiment, dans l'enseignement de René Dumont, et tous ses livres le démontrent encore aujourd'hui, tout le monde peut vérifier, il en a écrit beaucoup, hein, qu'il y a une relation très étroite entre les conditions sociales de sécurité, de précarité, de dimension de la ferme, de est-ce que la main-d'œuvre familiale a une autre opportunité de travail à l'extérieur ou pas. Ça, c'est vraiment décisif. Et c'était un enseignement d'agroécologie de système agraire, même si les mots n'étaient pas toujours prononcés tels quels. Voilà. Et puis, du coup, il encadre ma thèse, et puis je vois bien dans les échanges de correspondance qu'il commence à me mettre de plus en plus une alerte sur des questions de biodiversité, de réchauffement climatique et ce genre de choses. Il me raconte qu'en 1972, donc il était à la première conférence internationale de l'environnement en 1972 à Stockholm. Et puis, on s'échange des choses et il me porte l'attention, on regarde bien un certain nombre de choses, notamment éviter l'agriculture extensive aux dépens de la forêt, des dernières forêts au Venezuela, hein, pour être très honnête. Donc il a ce genre de choses. Et je reviens, évidemment, j'ai soutenu ma thèse en janvier 1974, mais je suis revenu donc en 1973, j'ai passé près d'un an en France avant de repartir après. Et évidemment, là j'avais bien vu un productiviste qui était devenu écologiste. Et là, c'est l'utopie ou la mort, présent ici, 73, décisif. Alors, j'avais ressenti ça dans l'encadrement de ma thèse, l'attention de plus en plus croissante qu'il portait aux questions climatiques, aux questions de biodiversité, des questions qui font l'actualité aujourd'hui, et pour lesquelles, d'ailleurs, ce verre d'eau est très symbolique, quoi, sur, attendez, on va dans un monde de plus en plus chaotique, dérégulé, et ce genre de choses, et si on veut une alimentation saine, si on veut une eau potable, et ce genre de choses, il nous faut être prudent,
Et évidemment, ça ne m'avait pas forcément été enseigné tel quel au début en 1966, mais alors là, très clairement, de retour de ma thèse de doctorat, je me souviens, donc j'allais à Montargis, alors donc il habitait Montargis avec sa première épouse qui était peintre et autres, et il me disait, Marc, tu viens en train, tu ne viens pas en voiture pour représenter mes documents. Oui, alors je n'avais pas de voiture tout le temps, mais de toute façon, il m'est déjà très alerté, donc c'était déjà l'écolo militant, l'écolo, etc. Et puis, moi je soutiens ma thèse, figurez-vous, en janvier 1974, et le lendemain de ma thèse, hop, je parle au Laos, avec une ONG qu'on appelle l'IRAM aujourd'hui. Et donc, quand voilà au Laos, qu'est-ce que j'apprends? Le président Pompidou est mort, il va y avoir des élections présidentielles prématurées, et qu'est-ce que j'apprends? René Dumont, candidat. Et donc, vous parlez de René Dumont, candidat, ben, je peux vachement vous en parler, je n'étais pas là. J'étais au Laos, j'étais loin, donc je ne sais pas pourquoi tu m'as invité. Je suis précisément la personne... un imposteur, alors. Je suis personnellement la personne qu'il ne fallait pas inviter, parce que moi j'ai eu écho de sa candidature, de la péniche, du verre d'eau, etc., que, alors surtout au Laos à l'époque, y compris pour téléphoner parfois, mes parents, j'étais obligé de téléphoner à manivelle. On était, enfin, à Vientiane, non, mais dans la brousse, c'était très difficile. Mais du coup, moi, j'avais des informations qui m'arrivaient sur le tard sur sa candidature présidentielle. Alors évidemment, entre-temps, et puis on en discutera, j'ai appris comment, de retour d'Algérie, des écolos, dont Brice Lalonde et d'autres, sont venus le chercher à l'aéroport. Mais déjà, l'Utopie et la mort, 73, était publié, hein, donc c'était clair pour tout le monde. Il y avait là quelqu'un, l'agronome, là, qui était écologiste, convaincu, ce genre de choses. Et donc, effectivement, il a accepté d'être président. Et dans certains de ses écrits, René Dumont est clair, il a dit « j'ai accepté cette candidature, d'être pas président, mais d'être candidat, hein, mais je voulais aussi qu'il soit clair avec les gens qui m'invitent, oui, mais je leur parlerai de tiers-monde. » C'est-à-dire, le fait qu'il était devenu écologiste, ne voulait surtout pas qu'il renonce à l'idée « je suis aussi tiers-mondiste ». Donc voilà un tiers-monde, un René Dumont, donc pacifiste, qui a été productiviste, qui devient écologiste et qui reste tiers-mondiste, avec ces mêmes missions, mettre fin à la faim et à la malnutrition et ce genre de choses. Et donc c'est la candidature sur laquelle, eh bien, écoutez, je suis désolé, je peux d'autant moins en parler que je n'étais pas là, j'étais très loin quand ça s'est passé. Mais par contre, évidemment, de retour du Laos, on se connaissait quand même suffisamment bien, et bien, j'ai découvert un René Dumont qui était à la fois l'ensemble, donc retraite, hein, donc il a été candidat au présidentiel, il a pris sa retraite 74, donc exactement à 70 ans. Donc il venait de prendre sa retraite. La dernière thèse qu'il avait encadrée, ben, c'était la mienne, hein, donc la thèse de doctorat. Et voilà, et après, ben, je retrouve un René Dumont, donc à Fontenay, il habitait Fontenay-sous-Bois, etc. Et puis effectivement, les temps passent, et il continue de bourlinguer à travers le monde. Et effectivement, dans les années 82, je prends connaissance de Charlotte Paquet, effectivement. Que personnellement, moi, j'avais jamais connu, qu'il a connu, donc québécoise et autres, et dont Laurent parlera davantage. Et ils ont continué après, donc à la retraite, de faire encore quelques missions, ensemble d'ailleurs, René Dumont et Charles Paquet. Ils sont allés en Asie du Sud, donc il y a une étude assez approfondie sur le Bangladesh, sur l'Inde, le Bangladesh et autres ensemble, et y compris un de ses derniers ouvrages d'agronomie. Il a publié encore quelques tout petits livres grand public après, un livre qui est loin d'être inintéressant, peu connu, hein, ceci étant, c'est Taïwan, le prix de la réussite. Il raconte comment Taïwan, alors c'est intéressant parce qu'on retrouve quand même le vrai René Dumont, alors Taïwan qui n'était pas encore vraiment démocratique, il faut être très clair, donc dans le prix de la réussite, vous pouvez mettre le coût de la réussite aussi, hein, coût humain et coût financier et coût écologiste. Il raconte quand même que c'était une réussite, voilà un pays qui était déficitaire en riz, qui est devenu très vite excédentaire en riz. Et puis il raconte très clairement, c'est parce que c'était une agriculture familiale. Et pourquoi c'était une agriculture familiale? C'est parce qu'il y a eu une réforme agraire. Il aurait pu dire la même chose sur la Corée du Sud. Hein. C'est-à-dire que dans les pays qu'on dit industrialisés, qui sont sortis du tiers-monde, qui sont sortis du sous-développement, qui se sont industrialisés les premiers, tiens, c'est les gens, ils ont réparti le foncier de façon extrêmement égalitaire. Chose étrange, sachez-le, c'est les États-Unis qui sont à l'origine du fait qu'il y avait une réforme agraire radicale. Hein, donc c'est quand Chiang Kai-shek, donc Mao Tse-tung, là, on revient à une histoire un peu ancienne, hein. La Chine devient populaire, les troupes de Chiang Kai-shek se réfugient à Taïwan, et là, les Américains, démocrates, disent
alors je ne sais pas si on dit tu ou vous en anglais, mais tu fais une réforme agraire maintenant, tu as vu c'est Mao Tse-tung qui l'a emporté, maintenant à Taïwan tu fais une réforme agraire radicale. Et en fait, du fait que les agriculteurs ont pu produire sur des parcelles, donc en travaillant pour leur propre compte, un peu du riz, ils ont commencé à pouvoir vendre du riz vers la ville, il y a des gens qui sont devenus ouvriers et qui avaient de quoi s'alimenter en riz, et puis l'industrie, avec les capitaux nord-américains, a commencé à produire des chaussures, des jeans, tout ça homogène. Et du coup, un marché homogène, l'industrie et les emprunts faits auprès des États-Unis ont vite été remboursés et ils sont partis, pays industrialisés à l'export. C'est très directement lié à la réforme agraire. Et donc les thèses qui étaient celles de René Dumont, déjà antérieures, que l'Amérique latine ne s'en sortira pas, ils sont en train d'emprunter pour s'industrialiser, mais le latifundiaire, il n'achètera pas plus de chaussures parce qu'il est plus riche, et puis le minifundiaire qui n'est pas riche, il ne peut même pas s'acheter un tong, quoi. Et donc l'industrie pour le marché intérieur, ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas une égalité, s'il n'y a pas de justice sociale, et j'insiste là-dessus, le René Dumont, qui a été productiviste, qui est devenu écologiste, qui a été donc en fait agroécologue et agroécologiste. Bon, c'est ça la vraie définition que j'aurais envie de dire aujourd'hui. Il a été les deux, agroécologue et agroécologiste militant. Et là, il avait cette relation entre les pratiques agricoles, les rapports sociaux et ce genre de choses. Et y compris, il retrouvait ces thèses confirmées dans des lieux où il n'avait pas encore été. Et donc ce livre, coécrit donc Charlotte Paquet et René Dumont sur le prix de la réussite. Mais par contre, le prix de la réussite, le coût de la réussite, c'est les pollutions. Alors là, oui, cette révolution verte, elle a été capable, effectivement, avec les variétés améliorées, l'agriculture productiviste en question, là, effectivement, il racontait quand même le coût des pollutions et qu'il y a des coûts qui ne sont pas dans le prix du produit, mais qui sont des coûts sanitaires, des coûts environnementaux et ce genre de choses, qui sont portés par la société civile. Là, c'est vraiment l'aboutissement. Et donc, écoutez, voilà, je vous ai un peu raconté ça. Mais le René Dumont, vous pouvez le qualifier effectivement de pacifiste, il l'a été, le déserteur le jour des funérailles, ça je m'en souviendrai toujours. D'ailleurs, tous, on s'est un peu exprimé. Moi, je me suis autorisé à dire ce jour-là que c'était iconoclaste, le qualificatif que j'ai qualifié, parce qu'il avait quand même un tempérament de séduction et d'argumentation. Il y avait les deux chez René Dumont, l'argumentation scientifique, et les observations, son expérience concrète, et puis c'est vrai qu'il y avait de la séduction, il avait des comportements un peu provocateurs pour attirer le public sur des questions nouvelles. Je crois qu'on peut lui être reconnaissant, y compris de ça. Il a donc été pacifiste, il est resté pacifiste, il a été productiviste, il est devenu écologue, écologiste, il a été tiers-mondiste, il a été pour la justice sociale, il est d'ailleurs dans un des livres aussi sur anti-impérialiste, anti-capitaliste, c'est-à-dire qu'il a un bouquin sur le libéralisme qui n'est pas élogieux pour le libéralisme économique et autres. Donc il a toujours concilié mettre fin à la faim, la malnutrition, la justice sociale et l'écologie, l'environnement, les conditions sociales. Voilà le monsieur en question qui, moi, m'a beaucoup apporté et qui, je crois encore aujourd'hui, si on relit un peu ses ouvrages, peut à nous tous beaucoup nous apporter. Même si les mots d'agroécologie, alors que en fait c'est un cours d'agroécologie qui nous a fait là. Le mot n'était pas encore prononcé. Et après, il a préfacé le livre, je ne me souviens plus exactement de la date, d'un Miguel Altieri, qui est le grand ponte de l'agroécologie aux États-Unis, à l'université de Berkeley, de l'agroécologie scientifique. C'est René Dumont qui a écrit la préface de la traduction française de ce livre de Miguel Altieri, que du coup moi j'ai connu. D'ailleurs, pour être très honnête, quand j'ai rencontré Miguel Altieri, moi en Amérique, enfin Amérique, il est Berkeley, mais moi j'ai rencontré surtout en Amérique latine, et il ressemblait étrangement à René Dumont, le monsieur. Et du coup, oui, voilà. Ça peut apparaître iconoclaste, toutes ces thèses-là en question, mais n'empêche que c'est vraiment, oui, plus que lanceur d'alerte, c'est très positif, constructif. Voilà. Merci. Je vais enchaîner et puis après on pourra échanger bien sûr. Alors je voulais juste vous signaler d'un point de vue pratique que pour les personnes qui voudraient avoir un livre qui deviendra une relique dédicacé par Marc, on a un petit stock de ce livre pour une conscience thériste et Marc aura la gentillesse de dédicacer à la fin de la séance. Je me cache. Voilà, en complément, et je remercie beaucoup Marc pour cette présentation, en complément, donc je voudrais vous raconter différentes choses. D'une part, le fait qu'ici, à Nuages Verts, on a constitué un fonds sur René Dumont.
avec pas mal de documents qui viennent de tout l'ensemble de sa carrière et de sa bibliographie. J'en ai pris que quelques-uns. Ça c'est pour montrer en 1957 son rayonnement international. Donc c'est un livre qui est traduit en anglais et aux États-Unis. Également, on a pas mal de choses autour de la campagne électorale de 1974. Le numéro spécial d'Actuel, on a une affiche totalement très très rare qui est juste après la campagne en juin. On a le livre chez Pauvert aussi. Et puis Marc a parlé de L'Utopie ou la mort, qui est un livre décisif de 1973. Ça, c'est l'édition originale. Et il a beaucoup de succès. En 1974, il est réédité. C'est la version en poche. C'est la version que vous avez dans la vitrine avec un dessin de Daniel Maja. Daniel Maja, qui est venu à Histoire de Passage, avec qui j'ai échangé. Qui a fait ce dessin qui va servir que vous voyez sur la couverture, ou que vous verrez sur la couverture, qui va servir pour toute la campagne de René Dumont. Cette campagne, elle est très très particulière, elle détonne par rapport à ce que font les autres, puisque outre les entretiens télévisés avec la scène qui est archivée par l'INA, qui est restée célèbre, et on avait fait des échanges autour de ça. Et c'est Jean Carlier qui travaillait avec René Dumont pour la campagne électorale, qui était journaliste à RTL, qui a défendu le parc de la Vanoise, qui était un écologiste convaincu. Et j'ai récupéré au Musée du Vivant toutes les archives de Jean Carlier. C'est Jean Carlier qui avait suggéré à René Dumont cette scène avec le verre d'eau. Et donc, ils avaient préparé ce moment qui est devenu un moment tout à fait symbolique, qu'on repasse sans arrêt, dont les gens qui ne connaissent pas grand-chose à René Dumont n'arrêtent pas de parler. Et René Dumont, maintenant, on entend des personnes de tous bords. Un jour, j'entends Sarkozy parler de René Dumont. Un jour, j'entends... Voilà, René Dumont est devenu une sorte d'éclaireur de l'écologie, ce qu'il a été, parce qu'effectivement, ça a été le premier candidat à une élection présidentielle sur la planète. Mais comme vous l'a expliqué Marc, et moi-même qui ai travaillé sur l'histoire longue de l'écologie, sur plusieurs siècles, avec des penseurs très importants comme Thoreau, ou des personnes plus récentes comme Rachel Carson qui a fait Printemps silencieux en 62, ou Jean Dorst ou d'autres, il y a vraiment tout un ensemble de personnages qui ont fait qu'on a basculé d'une écologie scientifique en 1970 avec la première journée de la Terre vers une écologie politique. Et René Dumont, avec ce livre de 73, lui a porté un discours écologiste qui n'était pas le sien, comme vous l'a expliqué Marc, précédemment. Mais il devient aujourd'hui une sorte d'emblème de l'écologie, et d'ailleurs ça n'est pas faux, puisque sous le prisme médiatique, c'est lui qui s'est présenté en 1974 et qui, comme vous l'a expliqué Marc, c'était un personnage avec une personnalité très, très forte. Hein. Il pouvait aussi, on racontait Charlotte, dans un repas, dire « Bon, ben ça y est, on a assez mangé, on s'arrête ». Enfin bon, il avait vraiment des positions très particulières. Il n'était pas en costume cravate, hein, vous l'avez vu, il était en pull. Il avait son pull rouge. D'ailleurs, à l'Agro, nous conservons 3 pulls rouges de René Dumont au Musée du Vivant, que j'ai rapporté du Québec. C'est quelqu'un qui a fait sa campagne à vélo. Il avait rien moins qu'Henri Cartier-Bresson comme photographe personnel pour suivre la campagne de façon bénévole. Hein, on n'était pas dans les époques comme aujourd'hui, là où il faut du cash et de la finance. Et voilà, les gens travaillaient bénévolement pour la campagne. Nous, on a conservé ici donc le numéro spécial d'Actuel qui a été fait pour supporter sa campagne. On a conservé tout
tout un ensemble de choses. C'est quelqu'un qui a décidé de faire d'une péniche son siège de campagne, ce qui était relativement original, évidemment à l'époque. Et tout ça a beaucoup marqué sur la durée. Ceci dit, résultat, à l'élection premier tour, c'est-à-dire le 50e anniversaire, c'est demain, c'est le 5 mai, résultat, il fait juste un petit peu plus de 1%. Donc en fait, ça vous montre aussi, comme le disait Marc, que des lanceurs d'alerte de ce type-là, des personnes, et c'est très caractéristique pour moi qui ai énormément travaillé, puisque j'ai créé un centre d'archives et le premier musée international sur l'écologie en 2004-2005, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire longue, sur les archives de l'écologie. On a, au début des années 70, tout un ensemble de mouvements conférences de Stockholm, discours, avec des personnages différents, et pour l'agro aussi avec René Dubos, qui commence déjà avant, qui lui est aux États-Unis et qui est pris Pulitzer en 69, avec L'homme, cet animal, avec des personnages qui sont des personnages véritablement importants, et ce qui est évidemment très très frappant, c'est que tout ce qu'on lit sur ce qui est dit à cette période-là, ce sont d'évidence des choses qui sont nos préoccupations brûlantes d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on parle déjà des questions climatiques, évidemment des pollutions, évidemment de la question de l'énergie. Réserve, j'ai récupéré des photos personnelles de Réserve parce qu'il avait bricolé un système solaire. Vous savez qu'il était dans la gueule ouverte qui a été fondée par Fournier, et Réserve donc avait bricolé dans cette maison du sud-est de la France un système pour avoir de l'énergie solaire, et il expliquait tout ça en dessin dans la gueule ouverte. Donc les questions d'énergie étaient déjà évidemment mises en avant, les questions des transports, les questions énormément, beaucoup de choses, si ce n'est quasiment toutes les choses dont on parle aujourd'hui, étaient des questions qui se sont posées à ce moment-là. Donc c'est vrai que René Dumont devient une sorte de personnage emblématique d'alertes qui ont été proférées à ce moment-là et qui nous reviennent en boomerang parce que tout s'est accéléré et que nous nous retrouvons aujourd'hui sur une planète où les humains continuent à faire des conneries à qui mieux mieux, aussi bien pour les pollutions, aussi bien pour des guerres qui sont de fait des guerres civiles entre humains dans différents endroits de la planète, dans les destructions, dans tout un ensemble de choses, alors que la question du devenir de la biosphère se pose, et se pose dramatiquement pour tout le monde, et ignore tout des frontières et subissent un certain nombre des agissements humains. Donc tout ça, ça a été dit. La deuxième chose sur laquelle je voulais insister, c'est raconter un peu l'histoire de Charlotte Paquet-Dumont, qui est une personne que j'ai beaucoup appréciée. Moi, je l'ai connue tardivement par rapport à Marc. Donc, on peut rappeler qu'elle était dans les jeunesses ouvrières chrétiennes au Québec. C'est une Québécoise. Et elle a rencontré... donc j'ai repris mes notes. En octobre 68, elle a rencontré pour la première fois René Dumont à l'université d'Ottawa, où il avait été reçu comme docteur honoris causa. Donc ils se rencontrent en octobre 68. Il se passe quelque chose parce que Ensuite, ils s'échangent des lettres, et quelquefois même tous les jours, parce qu'on est dans une période, si vous voulez, où on ne se passe pas des coups de fil comme ça, on s'échange des lettres. C'est la période, pas des mails, mais c'est la période des lettres. Donc c'est une période du papier aussi. C'est pour vous dire aussi que tout ce que j'ai rassemblé à l'Agro, les archives des Verts, les archives de René Dumont, les archives de Jean Carlier, les archives de Dominique Voynet, c'est bourré de papier, quoi. C'est une époque où tout et ici dans cette expo, ce que vous voyez comme papier, c'est le reflet de la vie personnelle et intellectuelle de l'époque.
Tout se passe par le biais du papier. Donc là, maintenant, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Mais dans cette période-là, pour comprendre ce qui se fait, eh ben, il faut passer par le papier. Et tout n'est évidemment pas déposé à la Bibliothèque nationale de France, au dépôt légal, parce qu'il y a beaucoup de tracts, il y a beaucoup de lettres personnelles, il y a beaucoup de choses, d'où l'intérêt de ce qu'on a fait à l'Agro ou de ce qu'on fait ici. Donc ils s'échangent des lettres pendant des années, et puis un déclic se fait en mars 1982, précisément. René Dumont, qui a rien moins que 78 ans, ne l'oublions pas, à 78 ans se dit « Bon, allez, je vais changer ma vie ». Il prend l'avion, il part au Québec et il dit à Charlotte « Bon, écoute, je veux t'enlever. Si tu es d'accord, je veux t'enlever. Vivons ensemble. » Alors Charlotte est très émue, elle accepte et après ils ne se quitteront plus du tout jusqu'à la mort en 81. Donc en juin, précisément en juin... en 2001, pardon. En 2001, en juin 82, elle prend l'avion elle-même avec toutes ses valises à Paris pour vivre avec René Dumont. Et ça, c'est le côté, c'est un peu comme Bob Dylan, vous savez, je me moque souvent avec beaucoup d'affection, parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément, de Marc en disant qu'il est comme Bob Dylan, il fait le Never Ending Tour, vous savez, le fait d'aller itinéré constamment d'un endroit à un autre pour porter la bonne parole. Eh bien, René Dumont, c'était un peu ça, il est allé un peu partout, et tout ça avec générosité, bénévolement, enfin bon, évidemment, pas du tout pour des raisons tout à l'inverse des raisons d'affairisme, donc dans l'esprit de ce qu'on essaye de faire aussi modestement ici. Et donc, René Dumont l'accueille, donc on est en juin 82, et 2 jours après, eh bien, ils partent en Chine, donc c'est le début de leur grande itinérance. Et Charlotte va avoir beaucoup d'importance parce que c'est une personne de conviction, une intellectuelle. Ils vont signer 6 livres ensemble. Ils vont faire 6 livres qui seront co-signés, ce qui n'est pas rien. Et elle apparaît très souvent, on a des photos où on la voit à la tribune avec René Dumont, intervenant avec René Dumont dans différents pays. Donc j'ai des photos en Côte d'Ivoire, enfin mais un peu partout dans le monde, parce qu'ils vont dans beaucoup d'endroits. On avait fait à AgroParisTech au Musée du Vivant un petit album qui est toujours disponible sur lulu.com, mais surtout l'exposition qui est gratuite et téléchargeable en ligne. Et puis Charlotte Paquet-Dumont, je vais vous raconter donc les conditions de la donation. Charlotte Paquet-Dumont donc est malheureusement décédée. Elle n'a plus qu'une sœur que je connais bien, qui est Pauline Paquet, donc qui est au courant de la journée d'aujourd'hui, qui nous suit, qui suit les activités de la Fondation René Dumont que Marc et moi animons et dont on s'occupe. Et Pauline nous a fait l'amitié. C'était il y a 2 semaines, je reçois un coup de fil. Alors vous savez, je suis comme vous, souvent je me dis ça y est, c'est encore des pubs, qu'est-ce que c'est que ce numéro bizarre? Donc je commence à être relativement froid, quoi, hyper désagréable. Et c'était Pauline qui m'appelait, on a passé 1 heure au téléphone. Et donc elle avait eu des problèmes de santé. Elle va essayer de venir l'année prochaine ici à Argentat. Elle a commencé à regarder dans ses archives et elle nous a envoyé donc des pièces, des photos inédites que vous pourrez consulter si vous voulez, qui sont des photos de Charlotte et des photos donc pour Nuages Verts, donc qui font partie maintenant de nos collections, plus d'autres documents, donc des photos là, c'est en 1970, de sa sœur Charlotte Paquet. Là, vous avez Charlotte Paquet avec René Dumont
Et ils sont dans un village de Côte d'Ivoire. Mais vous pourrez venir les consulter. Hein. Voilà. Là, on les voit au Québec, à Windsor, sur le marché. Là, c'est une dédicace de René Dumont qui fait au Québec aussi. Et puis, la dernière photo, alors là, qui est hyper culte, qui est un scoop, puisque, bon, c'est une photo jamais montrée. Donc, c'est René Dumont en train de faire ses exercices dans la piscine. Je pense qu'il était très âgé, donc il était là à Windsor, en train de nager et de faire des exercices physiques dans sa piscine. Voilà, donc ces photos inédites, c'est très touchant de sa part. Et puis on a été en contact également, j'ai été en contact également avec Daniel Maja, dont je vous parlais, qui a envoyé un témoignage sur la façon dont le dessin L'Utopie du la mort avait été choisi en 1974. En ce qui concerne Charlotte Paquet, devenue Charlotte Paquet Dumont, hein, puisqu'ils se sont mariés, c'est quelqu'un que j'ai découvert en étant à l'Agro. Moi, je venais d'abord du musée d'histoire contemporaine et puis ensuite du musée du cinéma Henri Langlois, la Cinémathèque française. Et puis en 2004, j'avais la possibilité soit de diriger un grand département Histoire de France à la Bibliothèque nationale de France, soit de diriger la Bibliothèque interuniversitaire de médecine. Et j'ai choisi d'aller diriger deux petites bibliothèques de Paris-Grignon à l'époque, hein, à l'Agro, parce que c'était le domaine qui m'intéressait. Et donc j'ai pris le plus petit poste en fait, mais pour un domaine qui m'intéressait, qui a pris évidemment de l'ampleur après. Mais dans ces bibliothèques, j'ai découvert qu'il y avait déjà un embryon de bibliothèque de René Dumont. J'ai découvert Marc aussi, qui était à l'étage du dessus, et qui, de façon célèbre, on savait quand il descendait les escaliers, parce qu'il descendait les escaliers 4 à 4, moi j'avais eu le trouille pour lui, je me suis dit un jour il va s'exploser, mais il descendait les escaliers à toute vitesse. On a sympathisé, la responsable de la bibliothèque me disait on ne sait pas trop quoi faire de ce fonds de livres de René Dumont, voilà. Et donc je me suis renseigné sur la famille, et c'est comme ça que j'ai pris contact avec Charlotte Paquet-Dumont. Et elle voulait donner toutes les archives, tous les documents, les objets personnels à l'université Laval au Québec. Et donc je l'ai convaincue à ce que ça vienne en France, dans l'école d'agronomie, où René Dumont est resté pendant des années, bien après sa retraite. Elle en était d'accord. Et donc j'ai pris moi l'avion, non pas pour l'enlever, mais pour travailler avec elle. Donc on a vécu ensemble dans la maison où René Dumont avait vécu avec elle. Et on a fait tout un inventaire, on a préparé tous les cartons, de la correspondance, des livres. Et ce qui est passionnant dans ces livres, c'est c'était toujours work in progress, c'est-à-dire qu'il n'arrêtait pas de corriger, de recorriger ses livres. Donc on a des éditions de livres, dont une qu'elle m'a donnée, où on voit plein de ratures, de choses comme ça, parce qu'il voulait toujours transformer, faire évoluer ses livres au fur et à mesure des éditions. Donc beaucoup de correspondances, des objets personnels, des films, des photos, des choses qu'on lui avait données à travers ses voyages parce qu'il avait circulé dans le monde entier. Et puis donc son urne funéraire où il n'y avait plus les cendres puisqu'elles avaient été dispersées, mais il y a l'urne funéraire, donc ils sont revenus en France. Et puis avec Charlotte, on a véritablement beaucoup sympathisé parce que c'est une personne... j'en parle au présent, mais c'est une personne très vive d'esprit, très généreuse, très ouverte, aimant la discussion, une personne extrêmement intelligente, observant, comme le disait Marc, observant les choses, c'est-à-dire ne partant pas d'une idéologie et puis on essaye d'appliquer à ses règles mentales les choses, mais partant de la base, partant de ce qu'on voit autour de soi, et puis en essayant d'en tirer des conséquences.
une personne très enthousiaste, alors qu'elle avait des problèmes de santé déjà à ce moment-là, et on a fait des virées comme des jeunes. À cette époque-là, j'ai failli mourir parce qu'elle conduisait sur les autoroutes. On est parti à Ottawa pour voir le musée de la civilisation, des civilisations, et elle parlait, et puis alors elle faisait des à côté, tout ça. Je me suis dit, putain, on va s'exploser. Puis si elle avait déjà des problèmes de santé, donc si elle avait un malaise d'un seul coup, bon. Écoutez, on s'en fout, hein. Je me suis dit, bon, si je dois mourir maintenant, je mourrai maintenant avec Charlotte Paquet-Dumont, c'est très bien, c'est une mort qui est loin d'être indécente. Donc on a beaucoup sympathisé, et elle nous a fait l'amitié ensuite de venir en France. Donc elle est venue à Grignon, au château de Grignon, où il y avait toutes les archives et toutes les collections, donc elle a vu tout ça. Il y a des photos qui ont été prises à ce moment-là. Elle est venue, ensuite on a fait une grande séance dans l'amphi rue Claude Bernard, où elle a pris la parole. J'ai pris la parole ensuite, et elle a été formidable parce qu'elle avait une conviction, une force. C'est une personne vraiment extrêmement brillante, hein, tout à fait brillante. Et puis elle nous a fait l'amitié avec Alexandra de venir à la maison dans notre petit refuge près des vignes de Montmartre, où j'avais une cabane, et donc il y a des photos de Charlotte devant la cabane, près des vignes de Montmartre. Autant vous dire que ce sont des souvenirs qu'on n'oublie absolument pas. On avait fait une cérémonie ensuite après pour elle au cimetière. Et avec sa sœur, Pauline Paquet. Et donc j'espère qu'on aura la chance d'avoir Pauline qui viendra l'année prochaine ici à Argentat, qui est un lieu qui continue à faire vivre la mémoire de ce René Dumont, qui est donc, comme vous l'avez compris, un personnage qui est devenu emblématique des lanceurs, en tout cas en France, mais avec un rayonnement au-delà, emblématique de ces lanceurs d'alerte qui ont eu raison avant les autres et malheureusement qui n'ont pas été écoutés, mais c'est souvent le cas. Voilà, merci. Alors à vous la parole, pour poser des questions à Marc, et éventuellement à moi, mais surtout à Marc, comme vous voulez. Moi je voudrais savoir si René Dumont a permis de générer un changement d'idées de politique à AgroParisTech. Est-ce que ça a généré un courant important ou pas Alors, la réponse... Il y a eu des décideurs l'année dernière. Oui, voilà. Ouais. Non. La réponse, elle est que, quand même, oui. C'est-à-dire, je pense que depuis René Dumont, tout son enseignement dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, et puis après, donc, un successeur, Marcel Mazoyer, moi j'ai dirigé un peu l'équipe après, et aujourd'hui, il y a toujours une équipe agriculture comparée, développement agricole, qui est à AgroParisTech aujourd'hui. C'est d'ailleurs, je pense, même de toutes les équipes de formation, la seule qui ait conservé son nom. Alors qu'on me disait sans arrêt, agriculture comparée et développement agricole, oui, c'est une discipline scientifique qui s'appelle comme ça. Et Sophie de Vienne, qui est dans cette équipe, vient avec Cécile Blatrix, qui dirige maintenant un département AgroParisTech, pour Histoire de passage. Hein. Donc voilà, il y a une équipe qui se poursuit et dont l'enseignement, je pense, prend de plus en plus d'importance. C'est-à-dire que quand même, aujourd'hui, tout ce qui est, on va dire, agroécologie, enfin, qui est vraiment ce qu'enseignait René Dumont, même s'il ne prononçait pas nécessairement le mot à l'époque, et puis système agraire, la relation entre le social et la nature et ce genre de choses, oui, ça prend une ampleur croissante. Mais évidemment, le diagnostic, il est insuffisant. Et quand vous avez vu ces jeunes qui, le jour de la remise des diplômes, ont dit on va déserter les métiers pour lesquels vous nous avez préparés, et on va bifurquer, sinon on va droit dans le mur, c'est qu'évidemment, il y a encore des étudiants aujourd'hui conscients que non, c'est insuffisant. C'est très insuffisant. Et la vraie difficulté, il faut être très honnête aussi, hein, toute cette équipe qui dérange, hein, donc qui dérange les technocrates, on va dire, parce qu'il y a un enseignement technocrate, donc qui se poursuit à ce qu'on appelle AgroParis, d'ailleurs il faut prononcer AgroParisTech. Donc, c'est pas seulement la technicité, c'est le risque du technocratisme, hein, c'est ça que dénoncent les étudiants, démontre que ça n'a pas encore progressé suffisamment. Mais néanmoins, l'équipe en question
qui dérange n'a jamais été humilié, n'a jamais été persécuté, n'a jamais été... Alors qu'on peut trouver ça parfois dans d'autres établissements. Hein. Vous pourrez trouver parfois des chercheurs de l'INRA, l'INRAE aujourd'hui, qui parfois ont raté leur trajectoire professionnelle parce que mettant en avant l'agroécologie, y compris l'agroécologie scientifique, hein, et ça dérangeait. Et il est très difficile aujourd'hui, encore aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, où il y a un enseignement en silo, l'enseignement en sciences du sol, celui qui enseigne sciences du sol enseignera des champignons mycorhiziens, comme la truffe qui s'incruse dans la racine de l'arbre et qui vont chercher des éléments minéraux coincés dans les argiles, des champignons très utiles. Protection des cultures, on enseignera éventuellement les fongicides pour lutter contre des champignons pathogènes. Et en fait, la vraie difficulté, c'est que quelqu'un de deux nous dira, attention, si vous voulez soigner une plante avec un fongicide, un champignon pathogène, ça tombe à terre, vous détruisez la fertilité des sols. Ça, c'est ce côté systémique qui était déjà l'enseignement de René Dumont à l'époque. Ben non, c'est encore trop peu partagé. Et c'est vrai que les jeunes, je pense, ont encore de bonnes raisons de dire non, non, il nous faut vraiment une analyse plus holistique, systémique, écologique. Aujourd'hui, ça progresse, hein, je vous le dis tout de suite quand même, il faut être très honnête, ça progresse, mais insuffisamment. Et le signe que ça progresse, c'est que cette équipe, par exemple, dans un monde où l'enseignement supérieur, il n'y a aucune création de poste depuis déjà plus d'une décennie, hein, ben, cette équipe a eu un poste supplémentaire. Bien que dénoncé en interne, les gens quand même reconnaissent que c'est-à-dire à la fois on dérange et on contribue à la notoriété de l'établissement aussi. Donc c'est hyper compliqué. Mais oui, ce combat, y compris parfois en interne, c'est des combats un peu politiques, parfois même politiciens. Il faut être à des réunions, vérifier qu'il n'y ait pas des pots de banane pour qu'on ne chute pas. Quoi. Donc ça existe aussi dans nos sphères. Non, on peut progresser. Voilà, ça. Oui, en savoir. Oui. Je veux savoir s'il existe une étude qui aurait été faite sur la manière dont les autres candidats, en 1974, ont jugé la campagne de René Dumont. C'est-à-dire, bon, vous avez dit, il a fait 1% des suffrages exprimés, si j'ai compris. Un 25, je crois. Ouais. Bon, qu'est-ce que les autres disaient de lui? C'est-à-dire qu'il le faisait passer pour il le percevait, il le faisait passer pour un illuminé qui était complètement à côté de la plaque des problèmes de l'époque. Or, c'était, comme vous l'avez montré, je pense, un visionnaire. Peut-être aussi en occultant certains aspects de la réalité aussi. Pour avoir travaillé sur la campagne, il n'y avait pas vraiment de haine. Il le considérait comme quantité marginale parce qu'il ne semblait pas dangereux, quoi. Ouais. Donc, par exemple, on a un numéro de Paris Match qui n'était pas un journal d'extrême gauche, hein, et on voit, ils présentent les différents candidats. Et le reportage qu'ils font sur René Dumont est un reportage même pas narquois, quoi, plutôt relativement sympathique, quoi, en montrant quelqu'un d'original, quoi. Et puis peut-être son côté scientifique, le fait que bon, c'était pas juste un combattant c'était pas un combattant du Larzac ou de je sais pas quoi, mais que c'était un scientifique aussi, ça jouait. Il n'y avait pas, et puis il n'était pas considéré comme dangereux, quoi, je pense, par les autres candidats. Donc il n'y avait pas besoin de l'écrabouiller. Et on a fait un gros travail scientifique qui s'appelait Tout Vert avec Cécile Datrice, qu'on a co-dirigé, qui était un gros travail historique sur le basculement de l'écologie scientifique à l'écologie politique. L'ouvrage est toujours disponible là, sur lulu.com. Ça s'appelle Tout Vert, le grand tournant de l'écologie. Et on démarrait donc en 68 et on allait jusqu'en 75. Et on a vu comment se sont passées les choses, c'est-à-dire que il y avait des gens relativement isolés. Ici, on a mis en valeur Jacques Ellul, Charbonneau et puis André Louis, hein, qui est pionnier de l'agriculture biologique, dont on a un fonds très important hein, ici à Nuages Verts, qui a parlé d'agriculture biologique en 1949 déjà, hein, et qui fonde Nature et Progrès en 1964. Donc il y a des gens comme ça isolés, très isolés, et puis en 68, si vous analysez ce qui se passe en 68, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Alors l'écologie, le féminisme, ça n'existe pas hein, dans les affiches, les tracts, les machins, c'est pas dans les préoccupations. Et puis, c'est ce qu'on a montré dans la vitrine, 69-70, eh bien ça évolue, il y a un grand basculement en 1970, et puis après, il y a la question du nucléaire, il y a le Larzac, il y a tout un ensemble de choses qui évoluent avec plus
plus Stockholm, plus Club de Rome, plus enfin, tout un ensemble de choses, plus la création de mouvements comme Greenpeace. Les Amis de la Terre se créent en 69 et 70 en France. Il y a là vraiment un basculement. L'année 70 est un moment de basculement, et là, ça se développe véritablement, mais ça reste relativement marginal. Mais pour répondre précisément à votre question, il n'y a pas d'hostilité contre René Dumont parce qu'il n'est pas vu comme dangereux, je pense. Est-ce que vous savez comment a mûri en lui l'idée de se saisir de cette élection pour faire passer ses messages? C'est pas lui qui a décidé. En fait, c'est, comme le disait Marc, c'est un ensemble d'écologistes, avec notamment le plus connu étant Brice Lalonde, qui était dans les Amis de la Terre à l'époque. C'était le mouvement important, les Amis de la Terre, à ce moment-là, qui cherche quelqu'un qui pourrait être candidat à l'élection présidentielle. Donc ils vont le chercher, comme l'a dit Marc, à l'aéroport, et puis ensuite ils vont dans son bureau à l'Agro, rue Claude Bernard, et puis ils arrivent à le convaincre à être le candidat à l'élection présidentielle. Et je pense vous savez, chez les écologistes, il y avait déjà des mouvements différents, des choses comme ça, et le fait que ce soit quelqu'un qui avait fait ce livre, L'Utopie ou la mort, qui était un livre qui avait beaucoup de succès, en 73, que ce soit un scientifique, ça lui semblait qu'il avait déjà, en 68, il avait je crois 68 ans déjà, donc c'était quelqu'un qui semblait assis, parce qu'à l'époque, il fallait les candidats devaient être assis. Je pense que c'est quelqu'un qui rassurait et qui pouvait rassembler. Ils ont considéré qu'il pouvait rassembler, mais c'est pas lui qui a décidé du tout. On est allé le chercher et il a accepté. Mais moi, je crois qu'il y avait... c'est la première fois que j'ai voté pour lui. Donc, mais je crois qu'il y avait déjà une lutte, une critique des multinationales agroalimentaires, et il y avait eu une attaque un peu de ces groupes. Ça commençait déjà. Moi, ma vision que j'ai, parce que de ce que je crois avoir lu, je ne pense pas qu'il me l'ait dit, mais lu, de René Dumont, c'est qu'il a volontiers accepté d'être candidat sur les invitations effectivement de ces écolos, dont les Amis de la Terre, Brice Lalonde, mais parce qu'il voulait aussi, du coup, utiliser cette tribune pour défendre la cause tiers-mondiste. Pour lui, c'était clair, c'était oui, d'accord, mais attention, j'insisterai beaucoup, donc il considérait qu'à l'époque, l'attention qu'on portait à ce qu'on appelait le tiers-monde était encore insuffisante, qu'il était trop peu écouté sur ces combats antérieurs, et donc il s'est dit, ben là, il y a l'occasion d'une tribune, et on peut concilier, c'est plutôt depuis la mort, c'était quand même ça, donc il avait écrit, il était convaincu que la cause du tiers-monde et la cause écologiste étaient un seul même combat. Et donc pour lui, c'était une façon d'avoir plus d'audience. Voilà. Mais c'est vrai qu'il a été invité, c'est pas lui, c'est pas sur son initiative. Moi, mes parents le trouvaient illuminé, quand même. Pour être honnête. Mais justement, je voulais rebondir sur la jeunesse de l'époque avec tous les événements après 68. Comme c'est arrivé en 74, l'élection, est-ce qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui sont venus voter? Du coup, monsieur, je ne sais pas quel âge vous aviez, mais est-ce que les jeunes sont massivement allés voter? Parce que s'il y avait un mouvement comme ça, il aurait peut-être dû avoir peut-être plus que 1%. Oui, mais le problème qu'il y a dans ces années-là, c'est que beaucoup de personnes ont considéré, c'est l'exemple le plus frappant, ça a été les élections de juin 68, vous savez, après les événements qui ont eu lieu en mai-juin. Les élections de juin 68, c'est un plébiscite en fait pour la droite et pour les gaullistes. Pourquoi? Parce que le mot d'ordre, c'est élection piège à con. C'est-à-dire que ces mouvements-là, qui étaient des mouvements, ce que vous voyez ici, ce sont des mouvements alternatifs qui se disent, nous, on va transformer la vie ici, maintenant, tout de suite, autour de nous, dans la manière de vivre, dans la manière de cultiver, dans la manière d'être ensemble, dans nos rapports humains, dans la façon dont la société du fric, la société de toutes ces grosses entreprises, tout ça, c'est pas notre société. Nous, c'est une autre société, une contre-société qu'on veut organiser. Et donc, de toute façon, le pouvoir politique ne nous intéresse pas, qui continue à s'agiter dans tous les sens. Nous, c'est pas notre truc. Et donc, il y avait dans tous ces mouvements-là des mouvements pratiques contre le nucléaire, avec Fessenheim,
Nine. Il y avait le Larzac qui a démarré tôt au début des années 70, 71, 72. Il y a à Charlie qui était Harakiri Hebdo qui était devenu Charlie Hebdo au moment de la mort du général de Gaulle. À Charlie Hebdo, il y avait des personnes très convaincues comme Cabu, que j'ai très bien connu, Fournier, Rézère, GB qui a fait l'an 01, donc vous avez l'affiche originale ici, qui est une pièce extrêmement rare, parce que c'est Wolinski qui me l'avait donnée, donc je l'ai donnée à Nuage Vert, donc c'est l'affiche de Wolinski, donnée par GB à Wolinski, qui était un film qui a beaucoup marqué, et avant une bande dessinée qui est parue en feuilleton, et puis qui a été tirée ensuite. Donc toutes ces personnes-là voulaient vivre de façon différente, et en fait ne s'impliquaient pas dans les questions nationales. Et c'est vrai que je pense que ça explique, parce que dans la société française, c'est sûr qu'il y avait plus de 25% de personnes qui étaient convaincues par les thèses écologistes. Il y avait des journaux aussi comme Le Sauvage. Le Sauvage, c'est Alain Hervé, que j'ai connu aussi, qui était publié en parallèle avec le Nouvel Observateur, et c'était un journal purement écologiste, dirigé par Alain Hervé, et Daniel Maja, donc, qui est venu ici à Histoire de Passage, qui a fait l'illustration d'Utopie ou la mort, a participé régulièrement au Sauvage. Donc il y avait des supports de presse, il y avait des organisations, et ça représentait évidemment plus de 1% de la population française. Il y avait Actuel de Bizot, évidemment, dont j'ai parlé tout à l'heure, et Actuel a fait un numéro spécial pour la candidature de René Dumont, que nous avons. Est-ce qu'il avait été approché par des formations politiques dans les années 60 et est-ce qu'il refusait toute action avant 74? Et quels étaient ses rapports? Parce que là, ici c'est les hippies, mais je veux dire au début des années 70, on a les mouvements qui refusent l'action parlementaire, il n'y a pas que les hippies, mais est-ce qu'il avait des connaissances dans ces milieux-là, dans l'extrême gauche de l'époque, parce qu'ils étaient tiers-mondistes et donc il avait essayé de voir leurs options et les refuser ou non? Oui, moi de ce que j'en sais, ça reste un peu à vérifier, s'il a été approché, c'est par le PSU, parce qu'il a signé le manifeste des 121 contre la guerre d'Algérie, et donc c'est vrai qu'il a été approché par le Parti Socialiste Unifié, donc qui était une dissidence du Parti Socialiste dans ces époques-là, mais je crois qu'il n'y a, j'ai jamais su exactement s'il y a adhéré quelques semaines ou pas. Je crois que, parce que certains m'ont dit qu'il y a adhéré quelques semaines, mais... Donc oui, il a été approché par le monde. C'était Daniel Mayer, Michel Rocard, ces personnalités-là qui étaient au PSU. Donc il avait une activité plus de tribune, mais oui, voilà, exactement. Comme vous et y compris en 68, puisque moi j'étais 68 art, donc 68, la ferme était envahie, je veux dire, et tout. Et bien lui, il s'est plutôt retiré. Il avait à l'égard de cette élite de grande école qui commençait à l'insurrection, la crainte que ce soit des petits bourgeois qui se font plaisir, quoi. Donc il n'a pas été très très actif en 68, même au moment des événements. Et ses rapports avec le syndicat qui est devenu la Cour paysanne, il avait des liens avec les syndicats agricoles qui prônaient les mêmes paysans, les paysans travailleurs. Alors pour être les paysans travailleurs, pour être honnête, ça j'en sais rien du tout. Parce que moi j'étais... Oui, en 68, donc c'était Lambert, son prénom, je me souviens plus. Bernard Lambert. Bernard, je cherchais son prénom, et ça j'ai des souvenirs. Alors déjà, dans les manifestations le 13 mai 68, c'était plutôt des gens de l'INRA qui portaient, on disait ouvriers, étudiants, etc., même combat. Ils rajoutaient paysans, mais voilà. Mais René Dumont n'était pas dans la grande manif là, du 13 mai 68. En revanche, il avait fait partie... dans les années 50, des citoyens du monde. Il était citoyen du monde. Comme Cabu, d'ailleurs, qui était citoyen du monde aussi. Oui, oui. Et d'ailleurs, pour être très clair, aujourd'hui, dans les débats, on me demande quelle est mon identité, je dis bien citoyen du monde. Ma voisine, c'est la femme malgache analphabète qui m'a initié à l'agroécologie. Les proximités ne sont pas de voisinage, couleur de peau et autres, mais... humains, quoi. Oui. Non, mais pour prolonger, du coup, parce
parce que vous disiez que vous étiez mis un peu dans son sillage, au sens en tout cas scientifique du terme, mais politiquement, comment ces options, justement ces choix d'aller parler là, d'être invité ici, de le refuser ou non, d'y aller parce qu'il pouvait ensuite parler du tiers-monde, comment vous, ça vous a inspiré dans vos choix? Parce que, en fait, récemment, je vous ai vu vous étiez invité par la Conf Paysanne en Haute-Vienne pour parler de l'eau. C'était il y a 2 ans maintenant. Et donc, avant, en 2015, je vous avais vu dans une petite mairie à côté de Nancy, à Jarville-la-Malgrange. Et je ne sais plus pourquoi, mais j'ai oublié. Mais en fait, je me demande comment vous faites vos choix, et est-ce que justement, aidé des expériences heureuses ou malheureuses de René Dumont, vous refusez d'aller à tel endroit, où vous y allez, parce que vous pensez que ça aura plus d'impact voilà. Alors déjà, première réponse, on n'est pas venu me chercher à l'aéroport, et j'ai jamais eu les 500 signatures. Mais au-delà de ça, alors est-ce que c'est d'inspiration René Dumont et autres? Mais là, je parle plutôt de moi que de René Dumont. Il m'arrive quand même de rencontrer, ce qui était son cas, lui, que ce soit le plan, parce qu'à l'époque, il y avait une planification, à l'époque gaulliste, donc juste après la Deuxième Guerre mondiale, et autres. Je crois que lui ne renonçait pas à rencontrer des politiques pour essayer de les convaincre qu'il fallait changer les choses. Ça, je crois que c'est très clair. Et là où je crois que lui, je ne sais pas si c'était la conviction, mais moi, ma conviction aujourd'hui, j'ai rencontré tous les ministres de l'Agriculture depuis Michel Barnier jusqu'à Julien de Normandie, je ne suis pas Marc Fesneau, je n'ai jamais rencontré, c'est que si on veut qu'il change de politique, le discours scientifique, ils sont capables de l'écouter, plus ou moins. Michel Barnier, il était très à l'écoute, Stéphane Le Foll était très à l'écoute, il était très répondant, etc. Il y en a d'autres qui ont une politesse extrême, mais on voit que ça n'a servi à rien. Je ne citerai pas leur nom, et ce que j'observe, et je pense, moi, mon attitude aujourd'hui, c'est d'abord, évidemment, je ne renonce pas à mon droit de vote, je le dis tout de suite, y compris pour les élections européennes, parce que si on veut un jour que les accords de Blair House soient dénoncés, etc., qu'on puisse retrouver une souveraineté protéinique, et les Brésiliens pourront manger leur soja plutôt que de le donner à manger à nos cochons, voilà, donc, pour des raisons encore tiers-mondistes, des éléments qui étaient défendus par René Dumont, je ne renonce pas à mon droit de vote, j'interroge les politiques, je réponds à leurs invitations, mais j'observe, et je pense que René Dumont a dû vivre ça à coup sûr, ils sont d'autant plus à l'écoute, même d'un discours scientifique, qu'ils sentent que l'opinion publique est en train de changer. C'est clair, Michel Barnier était à l'écoute, c'était le Grenelle de l'environnement. Après, M. Bruno Le Maire était poli, mais il n'y avait pas de pression politique pour changer les choses quand il était ministre de l'Agriculture. Et puis après, j'en sur le climat, d'ailleurs, ça y est, les mouvements écolos, quand même, pris globalement, commencent à porter des questions, tout le monde s'interroge, il faudra peut-être faire quand même qu'il y ait une convention sur le climat. Donc, et j'observe que moi, des propositions que je formule depuis une quarantaine d'années, taxer les engrais azotés de synthèse, avec ce malus rémunérer tout de suite les légumineuses, ben voilà, c'est repris en compte par l'opinion publique, et du coup par le gouvernement, qui nous avait promis sans filtre. Alors évidemment, j'observe que ça a été aussitôt filtré. Donc, en fait, l'écoute, elle est quand l'opinion publique change. Et du coup, le fait qu'on a des opinions politiques tranchées sur des questions comme celle de l'agroécologie et ce genre de choses, on ne peut gagner du terrain que si l'opinion publique s'empare de ces sujets et que l'agroécologie, même dans ses aspects compliqués quand même, parce que c'est compliqué l'agroécologie, les champignons mycorhiziens, il y a des champignons utiles, il y a des champignons pathogènes, ils peuvent être en concurrence les uns avec les autres, etc. Que ça ne suffit pas le discours scientifique pour convaincre, il faut que l'opinion publique s'empare de ça, et l'opinion publique s'empare de ça si on arrive à rendre accessible au grand public des choses parfois un peu compliquées. Mais très honnêtement, moi, mon engagement, c'est effectivement le grand public pour que les politiques soient amenés à changer. Et après, il y a des lieux, plutôt les collectivités territoriales, je ne vous cache pas, ou les élus locaux, on leur dit, maintenant, parce que les associations de parents d'élèves aussi, pour que les gamins n'aient pas de cancer du sein, de la prostate prématurée, ou même de fécondité, de puberté trop précoce chez les femmes, et ce genre de choses, ça y est, une sensibilisation du grand public, et qu'il faut changer notre agriculture pour ça, et qu'au moins au niveau des écoles, il faut qu'ils soient correctement alimentés. Ben, il y a les plans alimentaires territoriaux, des communes qui commencent, des élus, donc on interroge, pour assurer un marché à prix décent à des producteurs qui basculent vers l'agriculture biologique. Donc oui, il y a quand même des transformations qui ont lieu. Donc oui, il faut que l'opinion publique se mobilise, et c'est nous qui allons changer les choses. Il faut interroger nos élus, et du coup, je ne renonce pas à participer aux élections, et enfin à voter à mon droit de vote,
Pour moi, c'est un seul et même combat. Mais oui, ça ne change que si l'opinion publique change. Il faut que l'opinion publique puisse s'emparer de ces sujets, même quand ils sont un peu complexes. Et de savoir que c'est très important, parce que je crois que là où ça progresse quand même, c'est qu'aujourd'hui, l'écologie, ce n'est pas considéré comme une idéologie. Enfin, il y a l'écologue et il y a l'écologiste. Et on peut être les deux à la fois. C'est fondé scientifiquement et on est militant pour ces causes-là. Et du coup, le côté que c'est des Brice Lalonde ou des Amis de la Terre, un peu, etc., je pense que ça a changé de dénoncer ces ONG. Voilà. Pour compléter la réponse de Marc, et pour l'observer depuis quelques années, Marc est quelqu'un qui, généreusement, accepte très très largement de se déplacer, ce que ne fait pas tout le monde, évidemment avec des grosses enveloppes d'argent, non, totalement gratuitement, pour participer de façon très, très large à des manifestations différentes, pour arriver à défendre un certain nombre de choses, et qui continue aussi généreusement à s'occuper, je ne parle pas juste dans le cadre de la Fondation du Monde, mais qui s'occupe aussi d'associations importantes. Tu as présidé pendant 7 ans, c'est ça, pour le commerce équitable. Là, tu m'as dit, j'ai dit comment vas-tu? Je dis, je continue à avoir la rage, donc tout va bien. Alors, et tu m'as dit que tu venais de prendre la présidence d'une association pour que dans les écoles, les enfants mangent bio sur toute la vallée de la Seine. Donc, c'est un nouvel enjeu dont tu t'occupes. Et là, c'est tout ce travail que tu fais en France et à l'international, voilà, généreusement, bénévolement, pour arriver à développer un certain nombre de choses. Et je pense que on ne peut que te remercier de cette action qui lie la science et les actions pratiques. C'est ça qui, je trouve, est tout à fait remarquable. Parce qu'il y en a qui se mettent à très bien parler, mais qui font plus de travail scientifique du tout, qui ne se basent plus sur la science, donc ils sont très, très forts dans la parole, mais voilà, tu arrives à mêler les deux, quoi. Un travail qui reste un travail basé à la fois sur la science et sur l'observation, plus un travail de diffusion d'un certain nombre d'idées, avec des évolutions dans la pensée, ce qui est le fait de tout homme intelligent. Je suis pas très cultivé sur le monde agricole, etc., mais l'argument qu'on nous avance souvent quand on parle d'agroécologie ou du bio, etc., c'est un argument que martèle la FNSEA aussi, etc., c'est de dire avec ces modèles-là, on ne peut pas nourrir un monde. Et aujourd'hui, du coup, je pose la question, est-ce qu'il y a un modèle qui est prêt dans les cartons, ou est-ce que par les actions, on change petit à petit le modèle productiviste, mais il restera toujours quelque chose du modèle productiviste, ou est-ce que, ouais, il y a dans les cartons un modèle qui peut remplacer un autre, malgré certains efforts, alors, il me faut une conférence entière. Hein. Là, vous avez pris des risques. Donc, je vais essayer quand même de faire court. Et quand on fait court, le risque, c'est qu'on soit trop simpliste. Alors, ma réponse, déjà, moi, j'en crois pas de mon modèle, parce que les gens, le modèle, vous savez, pour beaucoup de gens, c'est on imite, ou alors, le scientifique, c'est modélisation. Donc, déjà, le mot modèle peut être compris selon les gens de façon différente. Mais est-ce qu'il y aurait la possibilité d'évoluer du système actuel agricole à d'autres systèmes alternatifs permettant de nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, 8 milliards d'habitants, plus de 10 milliards en 2050, correctement, etc. Moi, ma réponse aujourd'hui, alors je vais vous dire, moi, hérité de René Dumont, eh bien, elle diffère un peu de ce que m'enseignait René Dumont. Intensif à l'hectare, oui. C'est-à-dire l'agriculture extensive, si c'est encore déforestation de la forêt amazonienne, déforestation de la forêt congolaise, assécher ce qui reste du marais Poitevin, non. Donc que pour produire plus, nourrir correctement une population croissante, dans certaines régions, notamment les pays déficitaires, il faudra que là-bas, on puisse arriver à produire plus à l'hectare. Donc défendre l'idée d'une agriculture intensive, à la limite, ça je rejoins René Dumont. Là-dessus, à la limite, je n'ai pas changé. Mais qu'est-ce qu'on appelle intensif, du coup? Et là où, effectivement, par rapport à René Dumont, je ne mets pas, alors, pour défendre par exemple la régulation des naissances et le planning familial, je n'avance plus l'idée de la famine. Parce
Parce que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, plus facilement qu'à l'époque de René Dumont, dire qu'on peut pratiquer une agriculture intensive à l'hectare, qui fait un usage intensif à l'hectare, de ressources naturelles renouvelables, l'énergie solaire pour fabriquer l'énergie alimentaire, pléthorique, le carbone du gaz carbonique pour fabriquer les hydrates de carbone, le glucose, le saccharose, le fructose, les lipides, ces molécules carbonées, j'ai un usage intensif, ça s'appelle photosynthèse dans notre jargon, je suis désolé, de nouveau des mots jargonneux, j'ai un usage intensif de l'azote de l'air, 79% d'azote dans l'air que vous respirez, vous et moi, il n'y a pas de pénurie annoncée avant des siècles pour fabriquer des protéines, et bien, donc, pour moi, c'est ça l'idée. On peut nourrir correctement une population croissante en faisant l'usage intensif de ce qui ne coûte rien, qui est gratuit, pléthorique, gratuit, renouvelable, l'énergie solaire. Par contre, tout de suite, il faut annoncer, attention, le plus délicat, c'est la gestion de l'eau, d'où l'histoire des bassines, d'où l'histoire d'intervention sur les questions de l'eau. C'est-à-dire que pour que la plante intercepte le gaz carbonique, prenne le carbone, libère l'oxygène, qui ne fait pas de mal à nos poumons, ben, il faut quand même que le gaz carbonique rentre dans la plante. C'est les petits trous par lesquels la plante transpire. Donc il faut que la plante transpire. Or la plante, elle est comme chez nous. Plus il fait chaud, plus il fait qu'il y a du vent, plus elle transpire. Nous, il faut voir tout de suite, sinon on se déshydrate. Mais elle a un avantage. Elle peut arrêter de transpirer pour ne pas se déshydrater. Elle ferme les orifices par lesquels elle transpire. Et du coup, le gaz carbonique ne peut plus rentrer et l'oxygène ressortir. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que la plante soit exposée au soleil, intercepter tous les rayons du soleil, pas un seul doit tomber à terre, association de culture. Hein. Donc on prône aujourd'hui des formes d'agriculture où ce n'est pas que du blé, c'est du blé avec des lentillons, c'est du blé avec des févroles, et des plantes rampantes, y compris pour intercepter les derniers rayons du soleil. Tout le contraire de l'agriculture industrielle, ces agricultures alternatives, basculer vers la conservation et le bio chez nous, c'est possible, mais c'est artisanal, c'est savant. Donc la science peut aider complètement à progresser. Mais l'usage, c'est ça, la photosynthèse, couverture végétale maximale, des plantes vertes mais qui transpirent, donc accumuler de l'eau dans le sol pour que même au mois d'août, la plante puisse encore avoir de l'eau. Donc il faut que l'eau ne ruisselle pas, donc on va lui mettre des barrières, on va lui mettre la couverture végétale va empêcher de descendre. Il faut que le sol soit poreux, c'est pas le labour aujourd'hui, c'est le ver de terre, donc on ne va pas retourner la terre pour mettre le ver de terre en pleine lumière le jour, je vais un peu vite dans les explications, mais c'est la porosité, c'est la biologie des sols, donc on va s'interdire les produits pesticides qui vont tuer. Ça, c'est ce que m'avait enseigné Savane Malgache, qu'il ne fallait pas tuer toute la biologie des sols, des ravageurs ou des domestiques, etc. Donc, j'avais même prononcé le mot d'agroécologie, mais l'agroécologie, c'est ça, scientifique. Et donc, oui, l'agroécologie en termes scientifiques aujourd'hui, alors après, il y a les éléments minéraux, plus on en prend dans le sol, plus il faut envisager d'en remettre. Mais quand la roche-mère est altérée, si vous avez des arbres avec des racines profondes qui vont aller chercher les éléments minéraux, ça remonte avec la sève, ça va dans la feuille, ça tombe à terre, ça fertilise la couche arabe. Puis s'il y a une zone d'élevage, il y a des bouses, on transporte les bouses, etc. Et la terre agricole peut être fertilisée par des résidus d'animaux, ce genre de choses, et pour des biodéchets. Enfin, on ne manque pas de solutions pour que dans l'immense majorité des pays, on peut produire plus à l'hectare, à très faible coût, en intrants, sans produits pesticides, et très peu d'énergie fossile. Parce que la protéine, il faut rajouter de l'azote sur un hydrate de carbone, c'est coûteux en énergie. On veut qu'un blé soit riche en protéines, on lui apporte un engrais azoté de synthèse, urée, ammonitrate, sulfate d'ammonium, fabriqué avec du gaz naturel russe. Je dis russe pour vous faire peur, mais c'est l'énergie fossile. C'est la dépendance à l'égard des énergies fossiles, dont depuis 40 ans, René Dumont déjà parlait qu'il faut être le moins dépendant possible de l'énergie fossile. Elle est fossile. Donc, arrêtons le cirque, il ne faut pas attendre une guerre en Ukraine. Ah, est-ce qu'on aura du gaz naturel russe, quoi, hein. Voilà. Mais donc, il y a des légumineuses, les luzernes, les trèfles, les sainfoins, les loutiers, tous les agriculteurs le savent. Alors pareil, c'est un microbe qui s'incruse dans la racine, se goinfre de l'énergie, il faut photosynthétiser les glucides, utilise cette énergie pour intercepter l'azote, fabriquer des protéines. Donc avec l'énergie solaire, on peut aussi fabriquer des protéines. Donc la réponse, elle est très claire. On peut nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, d'un point de vue strictement technique, produire plus dans les pays déficitaires, nous produire moins, mais mieux. Nous, maintenant, il nous faut remettre de l'humus, ressusciter les abeilles, ressusciter les coccinelles pour qu'elles s'attaquent aux pucerons. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc chez nous, le passage à l'agriculture biologique peut se traduire, à l'exception de la permaculture, par une baisse de rendement. Mais nous, produire moins de céréales, et cesser d'exporter au Sénégal pour que les gens soient ruinés et ne produisent plus de 1800 euros, nous, exporter moins de céréales, un prix d'ailleurs qui ne rapporte pas beaucoup à nos paysans, puisqu'on est en concurrence avec des blés ukrainiens, donc c'est pas ça qui rapporte même en termes monétaires. De toute façon, cesser de faire du tort aux pays du Sud en leur exportant à bas prix nos excédents, et nous, moins importer de soja, surtout de soja transgénique, c'est-à-dire mettre des légumineuses, des févroles, des
des lupins, etc., en substitution du soja importé transgénique des États-Unis, du Brésil et de l'Argentine, c'est pas faire du tort aux Brésiliens. Les Brésiliens pauvres, celui qui désherbait, celui qui est remplacé par du désherbant, il est dans un bidonville, il n'a même pas le pouvoir d'achat pour acheter un soja brésilien qui nourrit nos cochons, parce que le cochon est plus riche qu'un pauvre Brésilien. Donc, René Dumont parle peut-être pas exactement comme ce que je suis en train de dire, mais c'est quand même un héritage de René Dumont, que l'on s'en parlait. L'agroécologie, les interactions, on s'intéresse à la précarité des gens, et ce que les machinismes, c'est de remplacer des gens par des machines pour qu'ils tombent en chômage, ou est-ce que c'est alléger la pénibilité du travail pour que le travail artisanal, soigné d'une agriculture biologique, reste attractif? Parce que c'est ça aussi, il faut alléger la pénibilité du travail. Je dirais, moi j'ai hérité tout ça de René Dumont, mais moi mes conclusions aujourd'hui, effectivement, par rapport à Nous allons la famine, en tout cas techniquement parlant, moi je dis, oulala, vous savez, c'est pas du tout évident. On peut même parfaitement nourrir bien plus de 10 milliards d'habitants en faisant l'usage intensif. Mais par contre, c'est artisanal, c'est exigeant au travail. Oui, c'est intensif en emploi. Est-ce grave de promouvoir une agriculture intensive en emploi? Ben, la réponse est non. C'est précisément ça. Du coup, rémunérons le travail, ne subventionnons pas en proportion des surfaces. Et puis, je ne sais plus qui m'avait dit tout à l'heure que le président de la FNSEA, 730 hectares, des subventions conventionnelles aux hectares, avec des manips pour acquérir le foncier, pas toujours. Donc oui, politiquement, il faut se mobiliser. Quoi. Et de loi, ça y est, l'écologue devient écologiste. Ah, oui, moi je suis une seule et même personne. Je crois qu'il y a des arguments scientifiques et ça ne m'interdit pas d'être militant. Merci. Un peu rapide, j'en conviens. Un peu bouillabaisse, mais bon, systémique. Il y avait d'autres questions? Oui. Est-ce que tout ça, c'est enseigné aux jeunes agriculteurs, dans leur formation, dans les écoles d'agriculture, ou est-ce qu'on continue à leur dire d'utiliser des pesticides, etc. Alors, il y a plus de progrès dans les lycées agricoles aujourd'hui et l'apprentissage agricole, à la CFEPA, comme on dit aujourd'hui, que dans l'enseignement supérieur, où je disais que les jeunes avaient quand même raison de vouloir déserter les métiers pour lesquels on préparait et bifurquer. Il y a plus de programmes, on l'a dit, dans les lycées agricoles et les centres d'apprentissage. Et on le doit, je le dis très clairement, c'est un ministre avec lequel je me suis bien entendu, mais aussi beaucoup discuté, c'était Stéphane Le Foll. Et Stéphane Le Foll a introduit quand même un enseignement d'agroécologie sur tous les cursus, apprentissage comme l'enseignement formel, dans les lycées agricoles. Et là, il y a quand même de très réels progrès. Je ne vous cache pas que quand, invité dans les lycées agricoles autrefois, c'était le professeur de géographie, d'histoire, ou l'animateur culturel qui m'invitait, ce n'était pas les phytotechniciens, les zootechniciens. Et puis quand je défendais une agriculture biologique, remettre des haies, remettre les animaux sur la paille, refabriquer du fumier, c'est un retour en arrière. Aujourd'hui on dirait Amish, monsieur du fumier. Ça c'est quelqu'un d'autre qui dit Amish, mais je diverge là. Bon, pas trop, ça va. Juste pour dire qu'on avait une intervention très intéressante, Camille, que tu avais faite avec ton fils, justement, et il parlait des enseignements qui étaient très différents qu'il avait eu. Tu peux peut-être en dire. Je pense que la jeune génération, et c'est vrai que je partage un peu le point de vue de Marc, c'est que je pense que ça évolue, oui, dans la formation. Après, je pense que le monde agricole est en place, a du mal à regarder en face la vérité, que les jeunes, le jour où ils s'installent avec un environnement d'agriculteurs en place qui est plutôt hostile à tout ça, essayent n'ont pas le soutien qu'il faudrait pour qu'ils aillent encore plus dans ce système-là. Parce qu'ils sont un petit peu montrés du doigt, alors il y en a quelques-uns qui résistent, mais il y en a d'autres qui doutent un peu parce que c'est pas politiquement correct ou autre. Quoi. Et même aujourd'hui, j'aurais des agriculteurs qui comprennent, parce qu'au salon d'agriculture, suite à tout ce qui s'est passé, le nombre d'agriculteurs qui m'ont osé me dire, parce que je suis intervenu aussi sur France Inter et sur France 5, mais qui me disaient qu'ils se sentaient trahis par leur syndicat, la FNSEA, ils commencent à l'exprimer tel quel. Ça, c'est vraiment nouveau. Que ce soit ressenti, je devinais qu'ils le ressentaient, mais qu'ils commencent à se sentir trahis. Mais par contre, pour quelqu'un qui a méprisé son voisin qui faisait du bio, ta parcelle est sale, t'as vu? Et en fait, c'était une façon de dire que t'es sale. Quoi. Enfin, sur un discours très méprisant, savoir qu'aujourd'hui, il va devoir basculer
vers ceux qui la dénonçaient de façon méprisante autrefois, c'est hyper difficile. Donc il y a vraiment là en ce moment, oui, malgré les progrès, parce que je pense dans les lycées agricoles, les centres d'apprentissage, etc., je pense qu'une progression du... On sait qu'on a été trompé. Alors évidemment, la FNSE a dit, il ne dit pas ça, hein, il dit que s'ils ne se sont pas trompés, justement. Mais moi d'ailleurs, je ne dis pas, vous vous êtes trompés, les agriculteurs, je dis, on vous a trompé. Un blé à 90 quintaux, pas rentable. De la betterave pour faire de l'éthanol, pas rentable. De la poudre de lait pour les Chinois en concurrence avec la Nouvelle-Zélande, pas rentable. Hein, et du coup, je sens que même en termes monétaires, sans parler d'écologie, ils ont été trompés. Et qu'en plus, il y a des coûts cachés qu'on leur dit, il y a la taux d'humus, il y a l'effondrement de la biodiversité, les pollinisateurs qui s'effondrent, ce genre de choses. C'est insupportable aujourd'hui pour les agriculteurs de se rendre compte de ça. Mais de là à accepter le basculement, surtout quand on a méprisé ce basculement, ça je le sens très difficile. Surtout quand ils sont dans un engrenage financier, c'est surtout ça. Alors, ils ont été tellement embarqués là-dedans que c'est difficile. Mais il n'y a pas que l'engrenage financier, il y a, je pense, la façon de voir les choses. Et alors, par rapport au reste de la société qui commence à ouvrir un peu les yeux, certains ou autres, ils font un peu semblant d'aller dans ce sens-là. Et après, ils ont un petit peu honte. Aujourd'hui, honnêtement, il y en a certains qui ont un petit peu honte de ce qu'ils font et qui se cachent presque pour faire certaines pratiques parce qu'ils sentent que... voilà. Mais voilà, on voit qu'ils ne le font pas forcément de manière vraiment découverte et qu'ils essayent de, par les discours, de dire « ouais, je pense qu'il faut aller vers ça ». Et puis après, bon, ils ont honte et ils mettent plutôt l'engrais au désherbant le soir pour pas que ça soit trop. C'est vrai que c'est difficile. Oui. Ce qui fait peur aussi, c'est qu'on voit quand même maintenant beaucoup de gens qui se sont lancés dans le bio et qui sont obligés d'arrêter. Ça devient fou, je trouve. Oui, le gros enjeu, c'est celui-là. Et je pense que là, il y a des preuves tu parlais tout à l'heure de politiques qui agissent ou autres. Il y a eu un reportage il y a 2 ou 3 jours sur la Dordogne par rapport aux cantines scolaires et à ce que mettait le conseil départemental par rapport au bio dans les cantines, où il y a des cantines 100% bio, où la loi Egalim est respectée par rapport au pourcentage du bio et tout. Et ce qui peut nous aider les agriculteurs en bio, c'est de vendre correctement. Mais quand on voit que à certaines périodes, il y a 1 an de ça, le prix du lait conventionnel était plus cher que le prix du bio, du lait bio, ça pose question aussi. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour résister en bio, il faut vraiment avoir la fibre et des convictions, puisque les laiteries, il y en a certaines qui disent nous, ça ne nous arrange pas s'il y en a certaines qui passent en conventionnel parce qu'on a du mal à vendre les produits et ça nous fait faire des tournées spécifiques et ainsi de suite. Donc là, c'est vrai que quand on voit déjà le mépris par rapport à la politique qui est menée, c'est-à-dire que les seuls qui n'ont pas touché la totalité de leurs primes, parce que malheureusement aujourd'hui, l'agriculture vit avec les primes et que les primes bio n'ont pas encore été versées. Alors je pense qu'elles le seront avant les élections au mois de juin, puisqu'ils ont dit que le calendrier c'était le mois de juin. Mais ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'on admet que l'agriculture biologique traverse une crise depuis 1 an et demi et que les agriculteurs ont des difficultés, et c'est les derniers à toucher les aides. Ça veut dire qu'on voudrait finir de les enterrer et on ne ferait pas mieux. Ce qui est compliqué, c'est qu'ils vendent les filières bas de gamme de l'agriculture industrielle, aucune n'est rentable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles aussi ne survivraient pas s'il n'y avait pas des subventions. Et ce sont ceux qui ont le plus de surface, puisque les subventions sont encore en fonction des surfaces, qui parviennent à s'en sortir. Mais les plus petits, je veux dire, 2 robots de traite, de la poudre de lait à Carhaix, en Bretagne, en concurrence avec la Nouvelle-Zélande, les agriculteurs sont comme ça. L'endettement, parce que la poudre de lait, ça ne peut pas être rentable, c'est pas une appellation d'origine protégée, hein, c'est pas un produit de terroir, et ce genre de choses, ça ne rémunère pas. Et le bio, évidemment, alors, moins coûteux dans les intrants, mais plus exigeant de travail, effectivement, c'est le travail qui doit être rémunéré et qui fait que, alors ça peut être le consommateur qui achète un produit labellisé bio, un produit de terroir. Moi, je fais partie de ces gens-là, le bourgeois bohème qui peut acheter un produit pour, voilà, et du coup, il y aurait
un marché de produits bio pour les bourgeois bohèmes et les perturbateurs endocriniens dans les fruits et légumes pour les couches modestes. C'est scandaleux. Donc il faut absolument résoudre cette question-là. Et on le voit donc, quand il y avait, avant le Covid, c'était plutôt la demande en produits bio qui était supérieure à l'offre, les prix montaient. Maintenant c'est l'inverse, avec l'inflation, c'est plutôt l'inverse, et du coup les prix diminuent. Et donc il faut résoudre cette question-là. Et effectivement, je parlais des plans alimentaires territoriaux, et là on parvient quand même, même si ce n'est pas toute la production du producteur, on lui assure qu'au moins une partie de sa production pour la commande publique, pour que les gamins n'aient pas de perturbateurs endocriniens ou pas d'antibiotiques dans la viande, ça leur sera acheté à un prix rémunérateur. Ça encourage le basculement avec la certitude qu'au moins on aura là, c'est pas encore un prix plancher, mais en tout cas, avec la commande publique, oui, il y aura un prix fixé. Donc ça au moins ça rassure. Mais il faut aussi, les propositions, moi, qui seraient la mienne aujourd'hui, c'est qu'on rémunère les services environnementaux. Il y a des techniques qui se testent le carbone. Dites-moi quel prix, combien ça vous coûte, et je vous paye. Alors, est-ce que c'est remettre du fumier, est-ce que c'est la biomasse? Vous avez des techniques qui nous évitent les importations de soja transgénique, qui nous évitent les importations de gaz naturel russe pour fabriquer des protéines, etc., qui nous évitent des émissions de protoxyde d'azote en écoconforme. Dites-moi à quel prix, et je vous paye. Vous nous mettez des infrastructures écologiques pour héberger des mésanges bleus, des chauves-souris, etc., qui vont s'attaquer aux papillons de nuit. Top là, je vous paye. Et ça, par la voie contractuelle. C'est-à-dire, il y a urgence, me semble-t-il, dans le grand public, c'est de comprendre que nos agriculteurs, même ceux qui ont du mal à basculer, etc., il ne faut surtout pas leur dire, vous êtes trompés. Vous avez été trompés, parce que sinon la FNSEA utilise ça sur, vous êtes en train de nous stigmatiser. Non, ils ont fait ce qu'on leur a demandé. Mais là, aujourd'hui, il faut leur demander autre chose, et les rémunérer en conséquence en fonction du travail. Donc, la vraie réforme, parce que je pense qu'on va devoir réformer la politique agricole commune, qui venait juste d'être réformée, et qui vient d'être la réédition, on va devoir tout revoir. Diminuer la dose de pesticides et la neutralité de 0 pesticides dans tant d'années, ce ne sera pas chacun va devoir diminuer la dose de pesticides, c'est qu'un nombre croissant d'agriculteurs bascule vers le 0 pesticide. Donc ça, il faut arriver à dire que la transformation, elle est radicale. Ce n'est pas une transition, on utilise de moins en moins de pesticides. Non, c'est un basculement. Il faut que, ça ne peut pas être un grand soir, il faut qu'un nombre croissant de gens, et on rémunère le travail. Et le vrai combat aujourd'hui, c'est de dire, écoutez, vous êtes entrepreneur peut-être, mais vous êtes travailleur. Tiens, c'était Bernard Lambert qui disait ça, absolument travailleur. Ah bon? Et que je suis désuet quand même, Je discours. Je parle comme des anciens. Ben oui, c'est hyper moderne aujourd'hui. Il faut vraiment arrêter les subventions à l'hectare, on rémunère le travail, vous n'êtes plus des mendiants, et on vous bat des normes, on va voir des normes, des conseils élevés. Non, c'est terminé. L'écologie punitive, c'est terminé. C'est pas ça. Non, droit dans vos bottes, vous nous rendez un service d'intérêt général, vous avez le droit d'être fier. Voilà. Franck Dumont, réparé. Merci. Merci beaucoup. Pour les personnes qui veulent, il y a un livre donc, que Marc peut signer et qui fera volontiers. Voilà. Je suis d'accord avec vous, mais pas tout à fait, parce que rémunérer le travail dans le système capitaliste, c'est une contradiction absolue. Donc ça ne se fera jamais. Alors, je crois qu'un livre de René Dumont, je crois que c'est un de ceux écrit avec Charles Paquet, qui effectivement dénonce le libéralisme. Le libéralisme économique, le capitalisme. On peut vous le montrer. Donc, oui. Et du coup, votre question, c'est, techniquement parlant, nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, est-ce que je suis optimiste? Ma réponse est catégorique, oui. Maintenant, si votre question, face au lobby, face au capitalisme en face, est-ce que politiquement, aujourd'hui, je suis optimiste ou pessimiste? Vous savez quelle est ma réponse? Je n'attends pas de le savoir pour rester mobilisé. Merci beaucoup à tout le monde.